Un sujet d'actualité vraiment obscur qui s'appelle Direct Action. Alors, Est-ce que Clément, tu as envie de nous en dire 2 mots? Bien sûr, je vais vous en dire tout un tas de mots. Presque pas par c'est Criticat Clément. Voilà. C'est ça, dans Criticat a mis le film dans leur top de l'année. Il est arrivé deuxième du top 10 de l'année de Criticat. Deuxième, ça. Ah, après Furiosa, Direct Action et Megalopolis. C'est le top 3 de Criticat. J'en ai mis 2 sur les 3. Et oui, alors Direct Action, c'est un film de Guillaume Caillot et Ben Russell qui est sorti à Paris uniquement au Saint-André-des-Arts où il passe à peu près une fois par jour. Je ne sais pas s'il est passé beaucoup dans d'autres villes de France. Ah oui, t'es sûr? Il me semble qu'il... En tout cas, moi, quand j'ai regardé, très bien. J'ai trouvé une séance comme ça. Bon, après, le film est, je crois, disponible ailleurs par des voies détournées, mais peu importe. C'est un documentaire d'à peu près 3 heures, 3h30 plutôt même, sur Notre-Dame-des-Landes, donc la ZAD pas loin de Nantes, qui a la particularité en fait de commencer après que la lutte ait été remportée en fait, ce qui est quand même un fait rare dans l'histoire des luttes comme ça contre des projets étatiques. Et en fait va s'attacher à dresser un peu un portrait fragmenté de ce loup qu'on vient de voir et un portrait un peu fragmenté de la zone en s'attachant beaucoup. Alors là, ce qu'on voit dans le trailer, on va dire que ça se produit plutôt dans le dernier tiers du film, qui est un peu la partie la plus violente entre guillemets. C'est des éco-terroristes, non? C'est des... Toi, tu aurais été du côté des CRS. Disons que voilà, la partie un peu émeute, etc., c'est plutôt la fin du film. Et en fait, tout le reste, c'est plutôt des instants de vie en fait, dans la ZAD où on voit des gens en train de faire des actions directes, entre guillemets, comme préparer du pain. On voit un forgeron qui tape sur du métal, des gens qui coupent du bois, il y a une séquence avec une tronçonneuse, les vaches, une femme qui se fait percer les oreilles, voilà, tout un tas en fait de petites actions, et que le film va égrener avec des plans souvent assez longs, relativement fixes. Et voilà, et je trouve que c'est un film qui est assez passionnant pour plein de raisons, et j'aime beaucoup, je vous décris juste un peu les 2 premiers plans, donc les plans sont assez longs. D'ailleurs il y a un plan sur lequel est écrit intermission en milieu de film. D'accord. Donc les gens sont éventuellement invités à aller aux toilettes à ce moment-là. Et c'est un plan où il se passe rien? C'est un très beau plan de la pluie qui tombe sur un décor vide. D'accord. Voilà. Après on peut se repaître aussi de ce beau plan ou aller aux toilettes en fonction. Et donc en fait le film commence par, je crois que c'est très habile, mais un plan sur un écran d'ordinateur, donc filmé, on voit l'écran d'ordinateur, où un des militants de la ZAD montre des vidéos que lui a tournées pendant la lutte et jusqu'à un peu les émeutes finales et les célébrations une fois qu'ils ont gagné. Donc déjà il y a une belle idée qui est qu'on voit tout avec des images qui sont tournées par les gens qui ont mené la lutte et pas des images médiatiques venues de l'extérieur. Donc il y a ces images-là qui servent un peu aussi de récapitulatif, on pourrait dire, pour les gens qui ne sont pas tout à fait au courant, donc ça pose un peu le contexte. Et dans une des images, on voit une sorte de tour qui ressemble un peu à un phare, qui est un peu une des images un peu emblématiques comme ça de la ZAD, et on la voit donc filmée par ce militant, et ensuite cut, et on voit cette même tour filmée par les cinéastes, dans un plan long, tourné je crois que c'est en 16 mm comme le sera tout le reste du film, on voit juste cette tour devant un grand ciel bleu. Et donc on comprend un peu l'idée du film, c'est-à-dire, certes on a vu des images très fragmentaires de ce qu'était la zone, et là on va vraiment rentrer dans l'image et prendre le temps de regarder ce qui s'y passe, quoi. Et je trouve que le film à ce jeu-là est extrêmement habile. Il y a une science un peu discrète de la composition du cadre qui fait que on sent toujours un petit peu je sais pas comment dire, un peu la complexité du réel, quoi. Et le film est très très fort pour nous faire regarder des choses qui seraient a priori anodines, mais en les rendant absolument passionnantes parce que c'est parfaitement cadré, ils prennent le temps. Il y a une séquence où quelqu'un fait des crêpes, donc il y a tout un tas de plaques chauffantes de crêpes, enfin plutôt des galettes, dans la perspective, et il les fait à la chaîne comme ça, et ça devient une espèce de chorégraphie extrêmement spectaculaire avec de la fumée, des crépitements, le compte à rebours d'aller chercher les crêpes une fois qu'elles sont pleines et tout. Et en fait tout le film marche un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on s'attarde et ça devient un peu passionnant. Il y a notamment une scène où on voit justement quelqu'un qui fait du pain, donc mélanger l'eau et la farine, etc. Et il y a un moment où il y a un petit artefact visuel qui témoigne du fait que la bobine était pleine et qu'ils ont dû changer de bobine. Et chez tous les gens avec qui j'en ai parlé qui ont vu le film, ça crée une énorme frustration en fait de pas voir plus et de rater un moment quand on se dit là l'osmose entre la farine et l'eau, là on l'a manqué, c'est dommage parce qu'il n'y avait plus de pellicule. Et donc c'est vraiment, je vous invite à découvrir ce film, même si ça peut paraître un peu intimidant de loin, mais c'est un film assez comment dire,
en fait plus généreux, on va dire, que Ok. qu'il peut en avoir l'air. Et je trouve très très fin dans la façon qu'il a de construire des cadres documentaires, de captation. Mais un peu en hiérarchisant les éléments du cadre, en jouant sur ce qui est filmé ou pas, ce qui est éclairé ou pas, pour créer, comment dire, guider un peu notre regard, structurer un peu de l'intérieur ces scènes quotidiennes. Mais quelle place le film donne à la dimension plus politique, militante, éventuellement de discussion, de débat, préparation à la lutte Écoute, je ferai Parce que tu as décrit surtout des scènes de vie quotidienne, voilà, comme tu le disais. On voit des séquences un petit peu de foule, de discussion, et c'est plutôt dans la deuxième moitié du film. Okay. Où effectivement on les voit se préparer, notamment à ce qu'on voit ici. Et d'ailleurs je crois que les crêpes servent à ça, à nourrir les gens. C'est le meilleur moment. D'ailleurs dans le film il y a 2 fournées de crêpes, c'est-à-dire qu'il en fait une en entière, après il y en a une deuxième, on sent que c'est du pur kiff quoi. C'est pour le plaisir, allez, c'était excellent une première fois, on laisse le plan durer. Mais je pense aussi que le film trouve sa dimension politique dans l'idée de laisser le temps d'incarner un peu une sorte de contre-modèle aussi. Voilà, l'idée c'est que ce qu'on appelle la lutte militante, c'est pas que des actions violentes, c'est aussi un peu un mode de vie, et le film s'attache aussi à filmer ça, quoi. Et pourquoi le terme direct action alors ? Un truc de presque quelqu'un qui aurait pas très bien compris Marx et qui se dirait pour sortir du capitalisme, il faut comprendre absolument chaque action directe qu'on est en train de faire. Écoute, je ne connais pas Marx très bien par sa barbe énorme, mais je pense que action directe, il me semble que c'est un lexique qui est employé pour des actions plus a priori plus violentes, enfin en tout cas des actions un peu de terrain, etc. Ouais. Donc je pense que l'idée c'est un peu de retourner cette expression en disant on va vous montrer des actions au sens le plus direct du terme, c'est-à-dire des gens font des trucs et c'est comme ça qu'ils habitent l'espace. Ouais, action directe, c'était je connais pas très bien, mais c'était une organisation d'extrême gauche qui prenait la lutte armée. La lutte armée, je suis pas sûr. Je sais que c'était plutôt quand même tourné vers. On a compris ton appétence, Bruno Retailleau, au fil de cette discussion. Au fil, de plus en plus. Voilà. D'ailleurs, je vais poursuivre parce que dans cette veine, non, c'est pas vrai. Je voulais vous parler juste de. On enchaîne. Dire un mot sur la plus précieuse des marchandises. Ce film, on voyait la bande-annonce s'afficher et se réduire. Film de Michel Hazanavicius, quand même réalisateur touche à tout, très versatile, capable de faire des choses vraiment différentes que nous, ici, mais je pense que la plupart des gens aimons surtout pour ses comédies. Ces 2 films, 717, éventuellement Le Redoutable, mais cinéaste qui... aussi, le grand détournement, la classe américaine. Grand tour, grand détour, bref, grand détournement. Et donc je suis allé voir ce film d'animation, et précision à faire parce que en fait moi je le savais à l'époque, mais j'avais pas compris que c'était vraiment ça. C'est un film d'animation dessiné par Hazanavicius lui-même, qui est une adaptation d'un livre, un roman de Jean-Claude Grimbert, si je dis pas de bêtises, qui raconte l'histoire d'un couple de bûcherons, enfin lui est un bûcheron et sa femme vit avec lui dans la forêt globalement de la Pologne, même si le nom du pays n'est jamais donné, qui vont recueillir, d'abord c'est la femme elle-même qui recueille une petite fille, un bébé qui a été balancé par la fenêtre, par le trou d'un train qui filait vers Auschwitz, et donc ils vont élever ensemble cette petite fille dans la forêt. Donc c'est un film sur la Shoah d'Hazanavicius, et au début j'avoue que le film m'a un peu laissé de marbre. Je trouvais que c'était très schématique. Le film me semblait être plutôt à destination d'enfants, quoi. Comment raconter ce génocide, cette tragédie à travers quand même un récit quand même accessible pour des jeunes personnes. Et donc par exemple le mot de juif n'était jamais prononcé, et c'était à la place l'appellation de sans-cœur, et bon, toute l'idée c'était que le mari, qui au départ est un homme un peu rustre, avec la voix de Grégory Gadebois, quelqu'un d'un peu renfermé, qui refuse ce gosse, parce qu'il a peur aussi que ça mette en péril leur vie ici, parce que globalement la Pologne, les gens autour de lui sont tous antisémites et ne veulent pas en tout cas avoir affaire avec ça. Et finalement il va entendre le cœur de ce sans cœur, et donc comprendre que cette phrase qui est répétée, martelée pendant tout le film, les sans cœurs ont un cœur. Bon, ça c'était plutôt mauvais, mais en réalité le film est plus beau, je dirais pas plus complexe que ça, mais plus beau, et surtout, chose qui m'a vraiment surpris et très agréablement, en fait va réellement rentrer dans on pourrait dire l'horreur de la Shoah, au point où certaines images je dirais pas qu'elles sont dérangeantes,
on a vu des choses peut-être plus douloureuses, plus difficiles à voir, mais quand même ne cache pas grand-chose de ce que c'est, et surtout trouve des représentations, je pense surtout pour ceux qui éventuellement ont vu le film, à une scène où des visages vont s'accumuler sur l'écran. C'est un moment totalement abstrait où, disons, la diégèse disparaît, l'idée de la fiction s'écarte un petit peu au profit d'une sorte tout simplement de vision cauchemardesque de visages comme ça qui vont défiler. Pardon, je frappe le micro en même temps. Et voilà, je trouve que c'est un film assez touchant finalement, à la longue, dont on pourrait dire les coups d'accélérateur dramatiques en fait rendent l'histoire assez captivante, et font que le film a une belle je trouve une bonne qualité, notamment à travers en fait l'émergence progressive de la famille du biologique, on pourrait dire, de cette petite fille dont on va finir par voir la vie, ou en tout cas les derniers instants. Je trouve que c'est un film qui vaut le coup, qui est plutôt beau. Oui, parce qu'on aurait pu s'attendre vraiment, enfin en tout cas moi de mon point de vue, une je me petite disais fable vraiment, pas très intéressant. Oui, un peu à ajouter. Après, il faut pas non plus exagérer. C'est un film avec quelques séquences vraiment touchantes. En termes d'animation, le dessin, presque c'est étonnant parce que c'est lui qui l'a fait. Il est beau, mais il n'a rien de très original. Enfin voilà, c'est un film très sobre en fait, qui est essentiel au sens, on pourrait dire, neutre du terme, qui touche les choses de façon la plus simple possible, et qui plutôt le réussit assez bien. Okay. Voilà. On a deux autres films dans notre énorme besace ce soir, mais en fait on s'est même pas vraiment accordé sur le film. C'est vrai, par contre on commence. On va parler de Grand Tour de Miguel Gomes, donc prix de la mise en scène à Cannes cette année. Ah oui, prix de la mise en scène, c'est vrai. Tout à fait. Ah ouais. Et Leurs enfants après eux des frères Boukarma qui étaient au festival de Venise. C'est vrai. Cette année. Tout à fait. Cool. Donc, deux films de festival, mais lequel? Est-ce qu'on fait, je sais pas, peut-être Grand Tour? On commence par le plus austère. Ouais, allez. Grand Tour, bonsoir. Grand Tour, allez, comme ça on finit ensuite par le bouquet final, voilà, le Boukarma final. Bah oui, allez. Disons ça tout simplement. On n'est pas, tu vois, mais des fois il y a des dimanches où on stream pas, et à chaque fois qu'on revient, on est plus fort que jamais, quoi. Donc, dans l'action directe. Miguel Gomes, c'est un cinéaste que aucun de nous trois ne connaissons. Voilà, donc c'est parfait. Sachez de prime abord que vous n'êtes pas face à des experts de ce cinéaste, qui pourtant est un cinéaste plutôt reconnu dans la sphère cinéphile, notamment Les Mille et une Nuits. C'est une trilogie de films qu'il a sorti en 2015, si je ne m'abuse, qui était déjà à Cannes, mais pas dans la sélection officielle. D'ailleurs, c'est son tout premier film en sélection officielle. Mais en tout cas, c'est un cinéaste qui a eu pour habitude de beaucoup travailler la friction entre les plans documentaires et les plans de fiction, qui a beaucoup Tabou travaillé... aussi, qui vient d'être cité. Ouais. Qui a de Tabou aussi. Tout à fait. Qui a travaillé avec différents chefs opérateurs qui ont souvent eu une appétence avec la région géographique filmée dans le Grand Tour. Typiquement, Sayombo Mukdiprom, décidément qui est partout cette année parce que c'est le chef-op de Trap, c'est le chef-op de Challengers, c'est ça, oui. Habituellement le chef-op de Artichepong Versitaco. Et donc là, c'est lui qui filme, en tout cas une partie des plans documentaires de films, qui vont être confrontés, comme on vous l'a dit, à des plans de fiction. Ces plans de fiction qui vont être tournés en studio et qui vont raconter en 1918 la fuite en avant d'abord d'un homme puis d'une femme le pourchassant, traversant ou une grande partie l'Asie de l'Est, du sud-est, en passant par différents pays qui apparaissent en ce moment même. La Birmanie, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, le Japon. Et ce film donc est une sorte de film protéiforme, comme vous pouvez l'entendre à ma façon de le décrire. Toi, Mathieu, t'avais l'air assez... oui, peut-être je suis le plus convaincu, entre guillemets. J'ai trouvé que le film... Enfin, moi, disons que j'ai passé un bon moment. Je trouve que c'est une expérience de cinéma assez intéressante. Au début, j'ai, encore une fois, un peu eu peur, mais c'est finalement traditionnel chez moi. Plutôt, je suis sur la réticence au départ, sur un peu réfractaire. Finalement, donc, le film m'a séduit. J'avais très peur au début, pour le dire clairement, de cette espèce de... je sais pas, de coquetterie moderne de film sans intrigue, avec dissociation permanente du son et de l'image, une très forte accentuation d'une narration en voix off qui décrit des choses qu'à l'image on ne voit pas. Bon, ça me gonfle un peu généralement, mais quand même en fait le film, par cette espèce de, je trouve, de générosité, voire de poésie en fait, dans cette déambulation à travers plusieurs pays, effectivement, sur le modèle du Grand Tour. J'ai lu ça après coup, je savais pas en fait, mais qui était c'est un terme véritable qui désignait chez des sortes de colons britanniques cette pratique de partir d'une ville
de l'empire colonial britannique, donc soit Hong Kong, soit la Birmanie, voilà, ou voire l'Inde, pour finir ensuite au Japon, en Chine, à travers, en passant par le Vietnam, par la Thaïlande, etc. Et, voilà. Et le film, donc, dans cette sorte de voyage, voire d'aventure, c'est quand même un film qui reprend beaucoup de codes au cinéma, enfin disons, bien sûr qu'il les détourne, qu'il les applique pas à la lettre, mais disons qu'il est empreint d'un imaginaire du film d'aventure et revu un peu à la sauce post-coloniale, enfin en cherchant quand même à éventuellement par ces frictions dont tu parlais, ces associations entre une période contemporaine et une période passée, voilà, essayer de faire naître dans la profondeur du temps de la continuité, de la discontinuité. J'avoue que j'ai pas vraiment d'interprétation en fait sur le sens éventuel du film, mais voilà, j'ai plutôt apprécié, après on pourra détailler, mais son ton, sa tonalité générale et sa musique aussi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de... Enfin, une belle sonorité dans le film, quoi. Et autre proposition d'ailleurs du film dans sa pléthore, le fait qu'il y ait des scènes en couleur et des scènes en noir et blanc qui rajoutent encore plus... Ce qui n'est pas visible dans la bande-annonce d'ailleurs. Oui, justement c'est pour ça que je me prends la peine de le dire, parce qu'on a l'impression à voir la bande-annonce qu'on va être face à du noir et blanc tout du long. Cela dit, un bon 90% du film est en noir et blanc, majoritairement, donc c'est pas forcément menteur. Mais le film s'ouvre en couleur. Voilà. Donc un effet de déstabilisation, effectivement. Sauf d'ailleurs sur un sublime plan. Enfin, en tout cas, ça fait partie des plans documentaires qui me plaisent le plus dans le film. Au moment où on va filmer une grande roue qui va être activée uniquement par la force humaine. C'est impressionnant, ouais. Je sais pas quel pays c'est, je pense que c'est en Thaïlande, mais je peux me tromper. Donc des hommes en fait qui vont venir s'agripper aux cabines de la grande roue et vraiment juste avec leur poids l'attirer. Le plan va revenir plus tard dans le film, encore plus performatif, où un jeune va se glisser quasiment presque en dessous la roue. Ça semble extrêmement périlleux. En angle périlleux. droit sous la roue, voilà, et semble à tout moment échapper au coup physique. On attend le moment où il se reçoit à la cabine sur la tête, quoi. Ça n'arrive pas. Et non, tout à fait, mais c'est vrai que c'est un film un petit peu, on pourrait dire, difficile à attraper, parce que, a priori, quand le film démarre, enfin non, c'est vrai que ça commence par cette séquence effectivement que tu as décrit, mais disons qu'il y a une sorte d'embryon d'intrigue qui serait cet homme, j'ai oublié son prénom d'ailleurs dans le film. Edward, merci. Qui a priori est plutôt un anglais mais qui parle portugais. D'ailleurs, tous les personnages qui croisent quasiment parlent portugais ou français pour certains d'entre eux. En gros veut échapper au mariage qu'il a prévu avec le personnage féminin et donc se lance, voilà, comme tu l'as dit, dans cette espèce de fuite en avant. Et donc le film est un petit peu sur une sorte de structure en deux temps où d'abord on suit plutôt Edward et ensuite dans la deuxième partie on remonte entre guillemets le temps et on suit sa femme qui est, enfin sa promise, sa fiancée, qui se lance sur ses traces pour essayer de le rattraper, quoi. Donc ce qui fait qu'on va un peu visiter plus ou moins les mêmes lieux, même si le film joue pas forcément la répétition, voilà. Mais et donc effectivement il y a cette espèce de à la fois de choc entre ces séquences qui se passent en 1918 qui sont de la pure fiction et les images documentaires, mais il y a surtout une espèce un petit peu de glissement ou de correspondance, hein, puisque typiquement une des formes qu'on voit le plus souvent dans le film, c'est la voix off, qui est d'ailleurs prise en charge par plusieurs personnages différents au fil du film, et justement par quelqu'un de chaque pays. Exactement, c'est ce que j'ai supposé, ouais, tout à fait. J'avais pas compris ça du tout. Au Japon, c'est un doubleur japonais, en Thaïlande, c'est un doubleur thaïlandais, et la voix et la langue changent à chaque fois. D'accord, ok. Et donc par exemple on va avoir la voix off qui décrit Edward a donc repris le voyage, et on va avoir à l'image un plan par exemple, je sais pas, d'un tuk-tuk qui fonce dans les rues de voilà, je sais pas, une des villes qui est traversée, et donc il y a une espèce d'effet un peu de correspondance où il y en a un autre où c'est Edward a dû aller se faire couper les cheveux, je crois qu'on est au Japon à ce moment-là, et on voit un homme qui se fait couper les cheveux dans une ruelle, du coup voilà, évidemment pas du tout le personnage, mais donc il y a des effets un peu de projection d'un côté ou de l'autre. Moi j'ai bien aimé quelques moments en fait qui justement jouent un petit peu du flou entre les deux, puisque effectivement comme tu l'as dit Mathieu, l'articulation à l'échelle du film m'interroge et j'ai pas vraiment réussi à mettre le doigt. C'est d'ailleurs peut-être, je pense, une source de frustration au visionnage, mais sur voilà un peu le pourquoi de cette structure. En revanche, il y a des moments où localement je trouve que ça produise des choses assez belles, notamment sur le fait que ça arrive qu'on sache pas tout à fait à quel moment on bascule dans un plan documentaire ou alors qu'on revient dans le passé. Je pense à un moment où voilà, un peu même schéma que ce que j'ai décrit, la voix off parle d'un nouveau départ d'Edward, on voit une espèce de barge, de bateau qui est voilà, seul sur l'eau. Et en fait, de loin, on peut supposer qu'on est toujours en 1918, et en fait, quand la caméra va monter sur ce bateau,
on se rend compte qu'en fait non, c'est un plan tout à fait contemporain. Donc il y a des espèces un peu de moments comme ça d'entrelacement ou de superposition que je trouve assez intrigant. Après j'avoue que la démarche du film m'échappe un peu, notamment je pourrais dire son ambition documentaire en fait, parce que j'ai l'impression que cette espèce de projet de dire on va confronter en fait un imaginaire ou une appréhension un peu coloniale de ces pays à une exploration documentaire, un petit peu pour en faire le contre-champ quoi, si on veut schématiser une des pistes qu'aurait pu prendre le film. Ça, j'ai l'impression que c'est un projet qui en fait nécessiterait 15 heures de film puisqu'on traverse quand même beaucoup de pays. Et là, la façon dont c'est fait dans le film, on passe en gros quelques instants, entre guillemets, ça peut être quelques minutes plutôt, mais dans chacune des destinations qui sont visitées, avant de revenir en 1918 et ainsi de suite. Et donc il y a un effet, disons qu'on est nous aussi un petit peu touristes, on va dire, dans ce système-là. Et autant il y a plein de plans documentaires que je trouve vraiment passionnants, autant il y en a aussi beaucoup où j'ai l'impression que soit ils sont un peu illustratifs, ou c'est, je sais pas, des plans un peu de rue et les gens marchent dans la rue, enfin un peu comme des sortes de ce qu'on appelle des establishing shots, soit un peu des plans larges qui nous disent voilà où on est, ou disons qu'ils se reposent du fait de la brièveté, bon je dis ça parce que le film est assez lent donc c'est un peu paradoxal, mais du fait de la brièveté du temps qu'on passe dans chaque ville, se repose un peu sur des images bien connues quoi, c'est-à-dire la surpopulation ici, les arts martiaux à un autre endroit, il y a cette longue séquence un petit peu de ballet sur une marée de scooters, je crois que c'est quand on est à Saigon mais je suis pas sûr, et on voit tout un tas de scooters qui déferlent un peu dans tous les sens du cadre, filmés au ralenti. En fait, j'ai l'impression que voilà, du coup, je ne sais pas exactement si le projet du film c'est de mettre en crise, on pourrait dire, un imaginaire colonial, mais disons que voilà, en tant que spectateur, j'ai pas l'impression d'être confronté à des images de l'Asie du Sud-Est qui ne m'apparaissent pas comme un peu des stéréotypes quoi, de ces pays. Le chat parle de Ulysse. Je suis pas certain que le film s'inspire vraiment de là, vu que le procédé du roman c'est de changer de forme narrative à chaque chapitre. Là j'ai plutôt l'impression que le film joue de deux formes qu'il va on va dire faire s'entrechoquer de façon différente selon les scènes du film, et pour un peu essayer de débusquer un sens dans le film, moi ce que j'essaierais d'y voir ce serait Miguel Gomes qui veut faire presque une sorte de parcours de tourisme en fait dans l'Asie de l'Est contemporaine, avec donc tous ces plans documentaires, cette matière que tu peux qualifier de simple à certains moments parce qu'elle se contente de filmer banalement les rues, les gens qui passent, et que presque pendant son voyage il s'est posé la question de en fait c'est vrai que j'ai quand même un regard assez néocolonialiste sur ce pays, parce que même les formes qu'on a l'habitude de voir un peu d'Épinal, c'est-à-dire la séquence d'art martial par exemple, ou la séquence d'ombre chinoise, qui d'ailleurs à mon avis n'est pas chinoise, mais vous comprenez le terme, lui a fait se demander, ok en fait, est-ce que ce serait pas plus intéressant de confronter le regard colonial d'aujourd'hui, le regard touristique, au regard touristique d'il y a 100 ans, et en fait de confronter les deux, de coller les deux, j'ai l'impression, permet d'étendre notre perception de chacune, de remettre un peu en cause, en question notre habitude, mais aussi de dédramatiser presque l'habitude de l'époque, et en fait d'essayer de présenter, mais c'est aussi un terme qu'on a sorti avant l'émission, de joliesse, ou en tout cas de simple beauté de ce qu'on peut y trouver. Donc je sais pas dans quelle mesure le film propose un regard néocolonial, mais autocritique. C'est un peu la chose que j'ai du mal à établir. Est-ce que lui-même est conscient de... Enfin, est-ce qu'il fait son autocritique volontairement ? Mais c'est vrai que c'est difficile, mais comme on connaît pas Gomes aussi, c'est compliqué. Tabou, même si on l'a pas vu, c'est un film donc il me semble qu'il parle à la fois du Portugal contemporain et du système colonial, on pourrait dire qu'il a produit, quoi, qu'il a permis en partant en Afrique dans une deuxième partie, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quelqu'un qui est évidemment conscient de ces choses-là, et c'est vrai que j'ai l'impression aussi, comme vous un peu devant ce film, j'accuserai pas du tout Gomes de néocolonialisme ou pas, j'en sais rien, mais et je pense surtout pas, mais qu'en fait il fait quand même triompher le principe de fiction
sur le principe documentaire. J'ai l'impression que c'est quand même un film qui, d'ailleurs jusqu'à sa dernière scène, jusqu'à son terme, comme ça, en fait, organise quand même une grande traversée aventureuse, assez émerveillée, et qu'il y a quelque chose chez lui qui, dans ce film-là, en tout cas, a à voir avec cette espèce de souffle, un peu de souffle de la narration, souffle du récit. Et d'ailleurs, en fait, moi, je pense que même si je connais pas très bien, Les Mille et Nuits, quand même, on en a beaucoup parlé comme un film, une sorte de, je sais pas, d'effervescence fictionnelle, narrative, qui, quand même, à mon avis, constitue un pan du cinéma contemporain, d'aujourd'hui, que le cinéma très contemporain. Je pense que El Pan Perrociné est un autre, on pourrait dire, collectif cinématographique qui a à cœur de argentin. Voilà, collectif argentin dont on a pu voir récemment Tranquilo Quen, je trouve que je maîtrise pas Gomsh encore une fois ni El Pan Perrociné, mais que c'est, on pourrait dire, deux entités cinématographiques qui cherchent à dépasser, je pense, quand même une certaine tendance un peu apoplectique et triste, voire trop anarrative du cinéma contemporain, tel que des gens comme d'Angelopoulos à d'autres ont pu développer, par cette espèce de joie quand même de la narration, du récit, de la fiction, récit enchevêtré. Alors c'est très fortement le cas chez El Pan Perrociné. Ici, j'ai l'impression quand même il y a toujours des pistes comme ça qui fourmillent. C'est dur d'ailleurs de s'orienter presque dans le film. Il y a parce que parmi à mon avis les sens quand même forts du film, il y a cette idée qui met une heure à s'actualiser, c'est qui est cette femme qui pourchasse l'homme. C'est quand même, je trouve, le film repose aussi sur l'apparition de ce personnage féminin qui est le plus important sans doute du film, parce que la différence quand même forte entre la première et la deuxième partie, au-delà de la question du personnage, donc c'est je trouve, celle quand même de l'incarnation. La première partie est je trouve très désincarnée. On voit, en fait, il y a beaucoup de moments où la voix off nous parle du personnage masculin, mais en fait on ne le voit jamais à l'écran. On voit plutôt des scènes documentaires, etc., qui disent des choses différentes. Et moi j'ai eu l'impression que la première vraie scène qu'on avait, celle qui apparaît juste à l'instant, c'est le repas dans le bateau où donc la femme est montée pour suivre son mari en fuite, son futur mari en cavale. Et c'est une scène d'ailleurs, je trouve, très drôle, assez réussie, avec des personnages comme ça, tous bien caractérisés. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que y a effectivement une sorte de veine un peu quand même stéréotypée. Il y a des images qu'on a vues plein de fois avant. Je pense à ces singes dans les termes là au Japon. On a vu ça dans plein d'autres films. Donc je trouve qu'il n'évite pas non plus effectivement les clichés de régionaux, disons, qu'on a sur. Alors Annette nous dit, avant de voir Grand Tour, j'ai pas mal rattrapé des Gomsh, et notamment Tabou et Journal de Tuoha, où je trouvais que Gomsh réussissait toujours à éviter l'écueil du snobisme dans sa forme assez recherchée et absconde. Là où Grand Tour m'apparaît vachement lointain, justement désincarné, comme tu dis, Mathieu. Alors, c'est l'article de Robin Vaz, si je dis pas de bêtises, pour Culture 4, se termine pas par le mot de snobisme, mais par le mot de dandisme. Et lui dit que jusque-là, exactement comme toi, Annette, il évitait cet écueil-là. Et effectivement, bon, là, il y a quelque chose d'un peu tourner à vide, se faire plaisir, mais pour pas grand-chose. Tu parlais de l'incarnation du personnage féminin, et je trouve que c'est important aussi de rappeler que, ne serait-ce que dans le jeu d'acteur, il y a une vraie différence d'incarnation au-delà de comment le personnage est filmé, notamment dans la mesure où lui, Edouard, joue toujours de façon très plate, ou en tout cas très discrète, très peu émotionnelle. Il parle peu, il s'échappe du cadre, il est très neutre, alors qu'elle joue toujours un peu la carte de la comédie, ou en tout cas elle a sa façon de rire un peu spécifique, un peu de contenir un petit rire qui ensuite voilà. Et tout de suite ça change le rapport instantanément à l'incarnation, mais ironiquement, le film étant quand même très lent et au bout d'un moment plutôt répétitif dans ses formules, moi c'est le moment où maintenant que j'ai déjà traversé tous ces espaces, même si cette fois-ci je les retraverse avec un personnage qui m'intéresse davantage, c'est presque déjà trop tard, le film m'a perdu, quoi. Là, pour revenir sur ce que disait Mathieu,
ce qui va avec ce que tu dis aussi, Luc, c'est que on sent quand même cette idée, enfin je trouve qu'évoque très bien la formule Les Mille et Une Nuits, d'une sorte de voyage un peu émerveillé, notamment parce que comme tu as dit Loïc, les séquences en 1918 sont tournées en studio, et il y a beaucoup de séquences de jungle qui ont un aspect un peu féerique. Le noir et blanc est Ouais. brillant, en fait, les blancs semblent scintiller tout du long, un C'est peu comme vrai. le film de Bertrand Mandico, et tout de suite ça joue sur une sorte de magie. en fait. Tout à fait, ouais. Et donc il y a cette part-là un petit peu aussi dans le film, quoi, ce côté pour le coup vraiment romanesque, on se lance dans une traversée, etc. Et je ne sais plus du tout où j'allais avec ça, mais effectivement en Inde, ouais. Comme ça. À Saïgon. Mais effectivement, en fait, j'ai du mal à. Enfin, j'aurais presque pu imaginer un film comment dire, qui partirait, on va dire, de la fiction, c'est-à-dire on a envie de raconter cette histoire, et qui jouerait d'un espèce un peu de brouillage, de faire traverser. En fait, je sais pas, on imagine une fiction en 1918, on a besoin de filmer les décors traversés et on les filme au temps présent, quoi. Je sais pas, ça aurait pu être une idée, pour le coup, purement romanesque, de dire bon, on va substituer, c'est pas grave, on invente une espèce d'espace-temps dans lequel cet émerveillement devient possible. Mais là, je sais pas si c'est ça que le film essaie de faire, quoi, parce qu'il y a à la fois, je sais pas, trop ou pas assez de continuité, je trouve, entre la partie dans le passé et la partie dans le présent. Il y a des moments où on peut s'inventer un peu des choses. Je sais pas, moi j'ai pensé, quand on voit le combat d'arts martiaux, c'est un moment où le personnage masculin vient de dire « Ah, quand même, ma future femme, c'est quand même une femme de poigne, etc. » Et donc on pourrait se dire, bon, on voit deux personnages qui se battent, c'est un peu lui qui hésite à poursuivre sa fuite ou pas. Donc il y a un ou deux moments comme ça où on peut projeter un peu, mais je trouve que c'est quand même très rare, quoi. Et donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait les deux parties se restreignent un peu l'une l'autre d'une certaine manière. Mais t'as pas la sensation que les parties documentaires, qui sont moi celles qui m'intéressent de loin le plus du film, jouent d'un parallèle de tourisme entre, cette fois-ci c'est nous qui vivons, enfin, quand c'est du documentaire, c'est nous spectateurs qui vivons un tourisme, qui vivons le grand tour contemporain. Et quand on retourne en 1918, on suit des personnages en train de vivre ce grand tour dans l'époque de 1918, et que oui, ça produit une continuité. Je suis d'accord, mais je sais pas déjà si c'est le projet du film, mais en fait je vois pas ce que ça dit, quoi, ce que ça apporte. Parce que tu vois, en fait, j'ai du mal à avoir une mise en crise dans quelque chose qui est a priori plutôt un effet de continuité en fait entre les deux. Mais est-ce que le film ne devrait pas être vu simplement, non pas comme un regard critique, mais simplement le voyage, le grand tour que le titre annonce? Ouais, mais en fait, je sais pas, en fait, Pur plaisir presque esthétique, plastique. C'est possible, d'autant que, pour rebondir sur ce que disait le chat, sur la question un peu du snobisme, ou moi je dirais de la coquetterie, il y a quand même quelques éléments que je trouve un peu rédhibitoires, notamment... Je suis sûr que tu vas dire les bips. Non. Ah, c'est vrai, tu viens de me le rappeler, bon, c'est évidemment la pire scène. Et non, mais notamment cette séquence que Mathieu évoque où un des personnages croisés s'exprime dans un langage un peu cru qui est censuré par un bip. Donc c'est chaque insulte. Exactement, ouais. Les insultes sont censurées par un bip, ce qui joue d'un effet un peu évidemment d'anachronisme entre le décor en 1918 et cette technologie-là. Il y a un effet à la fin, je dirais un peu effet de manche de la modernité, je vais pas trop en dire. Et il y a notamment cette utilisation de la couleur qui paraît un petit peu arbitraire. Enfin, en tout cas, à la fois, j'aime bien que le film n'ait pas fait, je sais pas, le contemporain c'est en couleur et le passé c'est en noir et blanc, que ce soit un peu schématique, mais là du coup il y a une espèce d'effet de distribution un petit peu étonnant qui semble un peu chercher le pas de côté pour le pas de côté, quoi, pour le dire un peu. Toi Mathieu qui a eu un entretien avec le réal, tu sais pourquoi il y a ces scènes en couleur? Oui, non, mais dans les cahiers du cinéma, Gomsch en explique un peu. Il dit que, il me semble, au départ ils ont effectivement tourné des scènes en noir et blanc directement et d'autres en couleur. Ils ont tout passé en noir et blanc en montage, et puis je crois que c'est le mot qu'il emploie, ils s'ennuyaient et donc ils ont décidé de revenir avec une partie seulement en couleur. Mais c'est vrai que du coup ça semble un peu arbitraire. Après peut-être il faut toujours se méfier de la déclaration des cinéastes, leur poser des questions, mais pour en fait disons moi si ponctuellement il y a des moments qui m'ont plu. Parmi ceux-là, je trouve que dans cette scène des bips, qui est effectivement une mauvaise idée, je trouve, c'est pas très bien. D'ailleurs, je trouve en général l'humour dans le film est raté. Moi, je déteste en fait sa façon de pouffer. Je trouve que d'abord elle joue mal. Enfin, quand elle fait ça, sinon elle est très bien, mais ça se voit que j'ai l'impression que c'est un peu forcé. Il y a un peu l'idée d'un film qui jusque-là, quand même,
se développe sur une note un peu mélancolique, une sorte de un homme qui part, ça, on se dit, je sais pas, sa femme, on peut l'imaginer de différentes façons et on se l'imagine jamais comme ça. Ça veut dire une sorte de une femme très volontaire, mais très ironique aussi, qui croit pas un seul instant que son mari puisse la fuir parce qu'il a pas envie de l'épouser. Bref, donc dans la scène où cette femme tient des propos très très injurieux, très vulgaires, je trouve la bonne idée, je sais pas si vous vous rappelez de ça, que j'ai beaucoup apprécié, c'est que donc le personnage principal lui demande, voilà, lui demande, mais du coup vous détestez tout, parce que c'est une femme qui passe son temps à se plaindre et à critiquer tout ce dont elle parle, et elle dit non mais moi j'aime bien les fleurs, et elle se met à faire l'éloge des fleurs, de toutes les fleurs qu'elle aime, etc. C'est très très émouvant, mais à ce moment-là la caméra fait un travelling arrière, et en fait on voit il y a eu un accident de train et on voit deux ouvriers qui sont en train de taper de façon très rythmique, très belle aussi. Ça m'a fait penser à Vietnam, ce moment sur lequel on est beaucoup revenu. Il tombe sur la bombe, c'était très beau aussi en termes de rythme, et là c'est la même chose, sauf que ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il y a dans les mots un discours très poétique et puis les fleurs, bon, c'est vraiment l'image de la délicatesse, de l'élégance, mais un peu fragile, et eux ils sont en train de taper sur ces rails. Je trouvais que c'était vraiment très réussi en termes d'association. Les deux, une espèce d'association mélodique, comme si tout à fait, Et en plus les fleurs, c'est toujours le truc dandy par excellence. Dandy britannique, les fleurs, Oscar Wilde ne parle que de ça, quoi. Et voilà, ça j'ai bien apprécié. Et par ailleurs, je trouve parmi les points forts du film, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais j'aime beaucoup la diversité musicale. Bon, dans la bande-annonce, c'était le Beau Danube bleu, et je trouve la séquence, son premier plan est très très beau quand le personnage s'échappe et on n'arrive même pas, on le trouve plus avec les couples qui dansent au premier plan. Le Beau Danube bleu étant quand même un morceau surutilisé dans l'histoire du cinéma. Il faudrait faire un blow-up juste sur l'utilisation de ce morceau. Les deux meilleurs, bon, c'est quand même, parmi les deux plus grandes, c'est quand même 2001 et La Porte du Paradis, quoi. C'est magnifique. Mais là, c'est pas du tout raté. Même si après, on le voit dans la bande-annonce, c'est la scène des scooters dont tu parlais. Je trouve que c'était assez mauvais. Et il y a un plan de la veine ou de la partie, mais c'est pas une partie séparée de l'autre, documentaire que je trouve très très beau, très émouvant. C'est un homme, je sais plus où on est à ce moment-là, qui dans un karaoké se met à entonner My Way de Frank Sinatra. Il chante faux. Il est en dehors des clous, mais il le fait avec tellement d'émotion, de vigueur. Puis en fait, il module vraiment comme un chanteur, sauf qu'il c'est pas très bien chanté. Il est pas nul, mais c'est pas très bien chanté. Puis après, il se met il se rassoit, la musique s'arrête, il pleure en train de je sais pas quoi, boire sa bière. Enfin, il est bouleversant, ce personnage. Pour moi, du film, c'est sans doute l'image qui m'a le plus saisi. Mais je pense que, en fait, moi, ce que je retiens vraiment du film, et c'est pour ça que ça me rend très curieux sur le reste de La Carrière de Gomsh, c'est tous les enjeux, tu parlais de rythme, de musique, c'est justement le moment où le film presque devient dansé ou devient chorégraphique dans la façon qu'il a de superposer des plans, de jouer de fondus enchaînés, de rapports avec de la musique en fond, ce plan, pour moi, ce qui est le plus beau du film, le moment où il s'échappe la première fois, qui va être rejoué par le personnage féminin quand elle va retraverser l'espace, comme si c'est un endroit où naturellement on est obligé de rentrer dans une sorte de valse générale où tout le monde se met à danser, on passe entre les gens, la caméra elle aussi valse. Je me dis, il y a vraiment quelque chose à trouver dans Cinéaste du rapport à la chorégraphie, quoi. Et voilà. Est-ce qu'on passe au petit quiz ? Au quiz. Alors j'ai peut-être parce que du coup je pense que c'est un peu... Donc tu vois pas. Est-ce que... Attends, non. Ouais, mais il faut... Je regarde pas. Attends, chaque chose. Est-ce que vous avez pensé à Apocalypse Now aussi, quand ils se mettent à avancer sur le fleuve et qu'on voit un temple un visage sculpté dans une montagne. Je sais pas si vous avez pas pensé à Conrad, pas du tout. Okay. Grand fou. À Conrad. Ok, le quiz. Qu'est-ce que tu nous as fait, Clément ? Bon, au début, je voulais trouver un truc un peu le voyage et tout. On avait fait des trucs un peu cartographiques. Ça, j'ai pas réussi. Du coup, j'ai fait les films qui mêlent couleur et noir et blanc. Ah, très bien, ouais, super. Donc, c'est un screen test, c'est-à-dire il y a une image, vous devez trouver le film. Quasiment, j'ai essayé d'alterner un plan en couleur, un plan noir et blanc, très bien, ouais. Et de mettre plutôt la couleur à laquelle on n'associe pas tout à fait le film. Mais excellent. Voilà, vous. Trop bien. Bah, tout simplement, je vous montre l'image. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un c'est ça, voilà. Le chat, vous essayez de trouver le film, et ensuite. Nous, on dit G si on a. C'est parti. A priori, la difficulté est plus ou moins croissante, mais c'est pas tout. Voilà. Après, je connais tes. Je crois que j'ai le film.
J'ai un doute, mais j'ai une idée en tout cas. Mais ça me surprend, j'avais pas souvenir qu'il y avait de la couleur là-dedans. Du coup, j'ai pas. Si, je suis sûr que c'est ça. Non, j'en ai aucun doute. Ok, est-ce que le chat Mais ça j'ai dit quelque aucun chose? souvenir de ce plan, mais j'en ai aucun doute. Est-ce que t'as reconnu les acteurs, c'est ça? Et les personnages. La bedaine. Ouais, exactement. Bedaine caractéristique. Tu reconnais les acteurs, toi? Non. Est-ce que le chat ça Oui, dit il y a quelque Joe chose? Pesci. Le parrain, non. alors c'est pas ça, mais. C'est pas ça, mais on est dans les Il y a un plates-bandes. début d'intuition. C'est ouais. Joe Pesci à droite, ouais. je Ouais, pense. mais Joe Pesci en noir et blanc. Ah, ok. Ouais. Ouais, bien sûr. Ok, effectivement. C'est Scorsese. C'est Scorsese, ouais. Du coup, c'est Raging Bull. C'est Raging Bull, ouais. C'est Raging fait, Bull, il y a mais j'ai des- aucun souvenir de ce plan en couleur. Il y a Ouais, c'est des, Jake LaMotta il y a avec des sa femme séquences blonde, de, Joe Pesci. comment on dit, de films de famille Ouais. qui sont les seuls moments en couleur, je crois, du, Ouais, bien du sûr, film. ouais. Ouais. Bien joué. Tout à fait, voilà, Samir était sur le coup, tout à fait. C'est Raging Bull. Raging Bull de Martin Scorsese. Tac. Image suivante. Donc là, en noir et blanc, on a aussi en couleur du coup. C'est plutôt ça. Je crois que j'ai. C'était super fort. mais- Je suis là, on va te complet. Asteroid City, Ah, bien ouais. joué, voilà, Julien, bien sûr, le Wes Andersonien en C'est chef. pour ça. Tout à fait, c'est Asteroid City de Wes Anderson. Très bien. Faut que je vois. Excellent. C'est bien ça, oui, faut que je vois. C'est bien. Vous en avez Bah, parlé. ça, j'ai. Ah ouais C'est normal que je l'ai, c'est logique. Je comptais sur toi plutôt en tout Oui, cas. tu comptais sur Ouais, moi. ouais. Oui, oui, mais je l'ai Mais je dit. savais pas si tu l'avais tout de suite. mais- Bien sûr. Pourquoi tu comptais seulement sur lui? Bah, C'est un cinéaste, c'est un que je cinéaste connais plutôt bien. que Loïc apprécie. Ouais, j'ai tout vu. Et ouais. Quel T'as cinéaste... tout vu carrément, ouais. Ah, il a pas fait tant de films que ça. Quel cinéaste, à part Lars von Trier, filme en gros plan des peintures? Jésus 2, le retour, c'est ça. Exactement, bien sûr. c'était Jésus 2. Didier Bourdon qu'on voit à l'image. Des cinéastes qui filment comme ça pendant des longues minutes des longues peintures. minutes? Ah Ouais. ouais. C'est vraiment très spécifiquement ce gars. On peut dire, c'est pas la première fois que ce cinéaste, enfin, c'est d'ailleurs pas l'exemple le plus connu d'un film de cinéaste qui joue sur une opposition très forte entre des passages monochromes et des passages Ah ouais. Ah, en couleur. Attends, mais tu commences à avoir des doutes. Parce que, du coup, c'est un film de Tarkovsky. Et ouais, Mais j'allais dire Andrei Roublev. ouais c'est ça. Ouais. C'est ça, C'est ok. Mais je Tu m'as fait veux plaisir. par opposition à Stalker, Oui. qui est Sepia versus. bien sûr. Oui, C'est ça, c'est Andrei Roublev, la fin du Bien film, joué. les dernières minutes sont en couleur sur des peintures. Il y a plein de séquences comme ça chez Tarkovsky dans différents films, différents Ok, ok, films où ok. il prend la peine de saisir. Roublev, ah bien joué, bien joué. Le chat Le était chat, vous l'aviez. sur le... juste derrière. Ok, image suivante. C'est Robert Richardson, le chef-op, là, on est d'accord? Exactement, ouais. C'est Exactement. Oliver Stone, un truc comme ça. Sin City, c'est pas Sin City. Robert Richardson, c'est le chef-op de beaucoup des films d'Oliver Stone, d'une partie des films de Ouais. Quentin Tarantino. Non, le but du jeu, c'est identifier l'acteur, qui est un acteur très connu, mais difficile à Oui, reconnaître c'est- parce qu'il est, il est éclairé. C'est Tommy Lee Jones. Ce n'est pas Tommy Lee Jones, Est-ce que c'est un film de Tarantino, ça? mais c'est bien JFK. Ah, c'est Ouais, JFK. c'est JFK. C'est Gary Oldman, je crois, qui est Ah ouais, en ok, face, ok. Wow. qui joue Lee Harvey Oswald. Tout à fait, c'est JFK, qui pour le coup mélange assez fréquemment, et Mm. voilà, Stone l'a beaucoup fait, notamment à cette période, tueur en nez, etc., les couleurs, etc. C'est du grand n'importe quoi ce film. Tueur en nez, c'est Ah oui, débridé. j'ai pas vu celui-là. Ah, mais- tu parles de JFK? Ouais, ouais. C'est trop bien, N'importe quoi, JFK. positif ou négatif? Bah, disons que c'est pas un film rigoureux historiquement, quoi. C'est Ok. c'est Ouais. hollywoodien. Bon, Bah. c'est pas forcément le... Oui, C'est le pas grave. projet, mais. Non, c'est trop bien, JFK. Ok, Ça image valide. suivante. On change d'époque. Je suis totalement. Est-ce que vous en identifiez Ben, l'actrice? Je crois que j'ai le film, Eh ben, mais je suis pas sûr et certain, parce que c'est Gene Seberg. c'est Gene Seberg, Ouais, tout à fait. ce que je me disais aussi. Pourquoi t'as le film du coup? Bah, parce que je pensais... Les oiseaux. Non, Mais c'est vrai que ça fait Hitchcock. C'est vrai que les couleurs, C'est tout vrai. fait très Hitchcock. c'est Gene un peu... Seberg. ouais. Mais là, en fait, Alors. c'est juste mon réflexe qui est de... Elle a fait 2 films. Tout le Bah, monde connaît un film de Godard, C'est pas un vous film de Preminger, donc C'est Bonjour ça. Tristesse. c'est assez Bonjour Tristesse, ouais, de Preminger qui mélange Bravo, noir et Nick blanc Cossinet, bravo. et couleur. Bien joué Samir. C'est vrai que c'est très joli. Vous êtes fort sur ce quiz. Hop là, image suivante. Ouais. Pas forcément la plus difficile. Ah, bah, Robert Richardson de C'est- retour. Tout à fait. Le chef. Hop. Ouais. Cette fois-ci, c'est plus Oliver Stone, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est Kill Bill. C'est C'est Kill Bill. 2. Mais c'est Kill aussi Bill 2, ouais. Scorsese, Richardson. Oui, Sur, absolument. mais sur peut-être moins de films, non? Sur moins de films, mais sur sans doute les quelques-uns plus. quand même. Quasi. Tous les Ah oui, années non, ça va 90, plus. Plus. à tombeau ouvert. 90 et 2000. 90 2000. Ah ouais, ouais, c'est ouais. bon. Ouais, Shutter Island, c'est lui Non, aussi. t'as raison. Ah ouais, d'accord. Ah,
C'est ça, Kill Bill 2. Kill tout Bill à 2, fait, ouais, tout à c'est fait. ça. Hop. Donc ça, c'est de la couleur dans un... Ah, je pense que... Non, je sais pas, j'ai un doute, mais j'ai une idée. Ouais, Il y a un indice textuel. Ouais, je pense que c'est une langue étrangère. Ouais. Film Zao. Mais je pense C'est que ça? C'est pas forcément le texte en lui-même, mais C'est la nature. C'est vrai que j'avais de la oublié langue. que c'était un peu en couleur aussi. ça te donne une indication géographique, quoi. C'est C'est en Allemagne, quoi. c'est que je veux dire, c'est en Allemagne. C'est C'est le Quand mur de Berlin. c'est le mur de Berlin, ouais. Le film. Oh waouh. Le film Le s'appelle biopic du mur. Le mur. Ouais, Les ailes du désir. exactement. C'est les ailes du désir. Ah, Bien joué, bien joué. Fort. Ouais, ouais. Bravo, j'avais oublié qu'il y avait des plans. C'est tout à fait les ailes du désir. Il n'y a pas un plan sur la danseuse aussi, à un moment en couleur ouais. Je ne sais Non, pas. jamais. En tout cas, j'essaie d'esquiver Bruno Gantz qui est là de dos. Ah, mais je voulais salaud. pas qu'on voit sa tête, Avec son sinon pull. c'était trop simple. Puis, merci. Ok, c'est parti. Et ouais, dis donc. Oh, ça devient obscur. Donc ça, ça devrait être en couleur. Non, c'est Ah, mais si, j'ai. trop fort. Mais c'est parce qu'on en a parlé. Il y a un peu d'actu, d'une certaine façon. Il est vaguement C'est d'actu. un vieux ouais, film ouais, ouais. d'actu. Ah ouais. Je crois que l'acteur principal, mais je sais plus son nom, c'est le même que Bonjour Tristesse. Enfin, l'acteur principal, Ah. masculin, du coup, dans Un film le d'actu. prévenir. C'est un cinéaste qui a été mis. C'est 80 le clip. C'est pas C'est ça, un mais cinéaste qui a on ira été voir. mis à l'avant dans une rétrospective à la Cinémathèque de Paris. Paris-France. De Paris. Ouais. Ah ouais. Cinéaste pas Abel Gans, non. Non. Parce qu'Abel Gans c'est C'est américain, ça, non? Cinéma Ça, non. américain, ouais, c'est ce qu'on regarde. Ouais. Enfin, Anglais. Ah, ok, ouais, ok. anglais, Ah oui, anglais. oui, oui, ok, d'accord. Effectivement. Mais je sais pas lequel c'est. Elle met ses chaussures, une non? question de vie ou de Une mort. question de Micro non, ouais, ciné de- trop solide. Exactement, de Pressburger et Powell. Vous Powell et l'avez vu, Pressburger. ça? Non. Mais c'est connu, ça? C'est Un peu, ouais. C'est un peu un de leurs connus. Ah ouais, ok, ok. Les ouais. plus beaux films de Preminger. Non, donc, de. Powell Pressburger. Ouais. Tout à fait, une question de. Bien joué, vraiment. Je suis Hop, là, il m'a scotché. scotché. J'ai Ah celui-là. bah ça j'ai. J'ai celui-là. Enfin cela dit peut-être que le titre est pas exact, mais je crois que je l'ai. On a essayé de Ah. le guess, hein, Ouais, Fred, ouais, sans, ouais. sans succès. C'était Ouais, pas ouais, ça du tout. absolument. C'était pas ça C'est du le tout. film de Spike Lee là. Tout à fait. Est-ce que le chat a le titre de ce film-ci? Cela dit je suis pas sûr de film Eh oui, exact, peut-être quoi. tu- Peut-être attention. que parmi la galaxie de films qu'il a fait. Parce que du coup, Si, c'est mais un moi, je l'ai film vu, qui, celui-là. a priori, est plutôt pas en couleur. Ouais. Oui. Si, c'est ça, ouais. Est-ce que c'est que le- quelqu'un qui wow Nora Darling Yes. C'est Nora. voilà. Non, fait qu'à sa tête. C'était ça, wow! Ouais, c'était mon imitation. C'est de ça, Fait tout à qu'à sa tête. fait. She's gotta have it en anglais. C'est pas écrit sur 20, ouais, c'est On pourrait faire Alors, comme c'est- ça un alors- quiz où on fait des mimes et il faut trouver le film. ça. Mais c'est Julien qui le fera. C'est vrai, Moi, je c'est vais, vrai. Il fera tout. je vais passer commande. Ok, On il va pourrait suivre. faire un stream en double caméra, bah ça j'ai, avec une caméra qui filme Ça, juste ouais, c'est ça. Julien Enfin, un qui fait setup, les mimes Et nous, une caméra sur nous, caméra. bien sûr. Film de 2000 pile, non? Ah ouais. 2001, 2002. Aucune idée, mais c'est bien Memento, Ouais. effectivement. C'est reconnu Guy Non, Pearce. non. Bah, j'ai mis Oliver Stone, j'étais obligé de mettre un des autres cinéastes qui, quand même, a plusieurs fois fait ça dans sa. C'est vrai qu'il fait ça dans ce souvent, travail. ouais. J'avais oublié. Notamment Oppenheimer. Donc c'est Memento, tout à fait. C'est pas la meilleure idée d'ailleurs. Bah c'est bon, on est dans la partie du quiz, ça devient trop dur. Guy Pearce. Guy Pearce, oui, c'est lui. Donc ça c'est un film surtout en noir et blanc. Ouah, c'est bizarre. Mais c'est un truc. C'est pas du de Balma, ça. C'est pas le bon pays. C'est un film anglais. Non. Tu penses au Monty Python? Ouais. Moi aussi. Yvan le Terrible. C'est ça. Oh là là. Samir est trop C'est fort. la partie 2 se ouais. termine par une série de plans en couleur. Ouais, Ah, tout j'ai à vu fait. que C'est un. un film de Sergei Eisenstein. Ah, tout vous t'as regardé simplement. Blow Up quand même pour préparer le. J'ai regardé des listes sur internet, bien sûr. Ça, bien sûr. C'est ça, bien joué, ça bien. Oh le plaisir. Ça, Oh c'est le un- poulet, ça, j'ai instantanément, il est incroyable. C'est en noir et blanc, c'est en couleur, ça. C'est du sépia. C'est une sorte de sépia. Ouais. C'est. Ok. C'était pas le plus dur, mais je me suis dit c'était bête de pas le mettre, quoi. Mais surtout, le plan est fou, quoi. T'as vraiment choisi le meilleur. Je suis très heureux. Ouais, ouais, C'est le magicien d'Oz. C'est le magicien d'Oz, ouais. Je vais trouver le moment le moins reconnaissable. Comment Le il s'appelle déjà le chien? pantoufle. Je sais pas, j'ai pas Oh. vu. Oz, c'est ça, c'est le magicien d'Oz, bien sûr. Le chat là. Ok, image suivante. Toto. Hmm. Toto le chien. Toto le chien.
c'est bizarre. C'est la pub avec Gaspard Ulliel où il fait tomber les murs et tout. C'est ça, ouais. Non, c'est blague, c'est blague. On dirait un mélange bizarre. Ok, je crois que j'ai. Ouais, C'est ça ça. veut dire Mishima. C'est ça, bien joué Annette. C'est Mishima. Et d'ailleurs, la carte au milieu fait un peu drapeau du Japon. Parce Ouais, qu'il y a c'est vrai. un cercle rouge. C'est vrai. C'est ça, tout à fait. C'est Mishima, une vie en 4 chapitres de Paul Schrader sur Il l'écrivain. va pas tarder à évidemment. sortir un nouveau film. Mishima, pas tout de suite, je pense. Ouais, Mishima, c'est Ouais, finito. c'est Par contre, ciao. Paul Schrader. C'est vrai. C'est finito, c'est Le 18. Tout à fait, c'est Mishima. Ouais, c'est Mishima. Hop, alors ça, c'est pas. Moi, je connaissais pas ce film, mais Ah, je me suis dit que voilà, c'était bien parti. un exemple. Un film que Clément ne connaît pas, je pense que c'est fini. Ouais, il y en a pas mal. Au moins 4. Mais ça me Bah. semble être un bon exemple parce qu'en fait, c'est un film de 1939. Ah oui. Ah, bah du coup, je pense que j'ai. Ah ouais. Quelqu'un me suit, je n'arrive pas à dire le nom. Bernard 1939. 12, merci. Ah non, parce que j'ai un film de 1937. Ah bah ça marche plus, T'avais quoi? J'avais Robin des Bois. c'est pas ça. C'est un film de Georges Cukor Oh, Ok. qu'on cherche et actuellement. c'est. Lee, je sais Life is. Star is Born. C'est un film avec John Crawford. Et c'est. C'est clairement le moment le plus dur du quiz. Georges Cukor. Il a fait quoi d'autre qu'une étoile aînée? Il a fait la robe verte, celle-là. Women. C'est ça. Women, femmes en français. Femme. Qui est un film sur, qui se passe notamment dans le milieu de la mode et le défilé final est en couleur et le reste est en noir et blanc. Tout à C'est vrai fait. que Robin des Bois, le gars, c'était un peu. Bon là Un c'est. peu technique. Ils vu sont dans le les palais éléments, du. quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Du Souvenir shérif. Bataf. Il reste une image Et c'est. Et la photo après- de Clément, et après c'est vraiment. fini. Tac. Mais je crois que j'ai. C'est à la fois pas si simple et pas si dur. Non, j'ai pas. Quoi Carpenter. Ah, bien joué. Eh oui, Julien, il ça, est là, c'est il est là, Live. Julien. C'est Zayliv, tout simplement, tout à fait. Invasion Los Angeles. C'est ça. Ah, c'est Invasion Los Angeles? Invasion Los Angeles. Ouais. En fait, Ah, c'est marrant, je il y a voulais une pas vraie prendre un blanc, moment où il y a C'est quand il met ses une lunettes en pancarte. noir et blanc. Ah oui, je suis con, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça Je le l'ai- titre en anglais. Je voulais pas mettre C'est- un moment pancarte, mais du coup j'ai pris un moment où il y a une espèce de Ouais, petit ouais, vaisseau ok, ok. bizarre, Ok, espion. ok. C'est ça, c'est Invasion Los Angeles. Bien joué, bon, bah, vous avez Ah, vous avez été fort, ouais. fait le grand tour des films avec ce quiz, j'ai l'impression. Et on a fait ce grand tour comme ça. On est passé par le noir et blanc, par la couleur, et on revient en France. C'est ça. On revient dans le Grand Est avec Encore un très bon film quiz, merci beaucoup. des frères Boukarma. Oh, il s'est réabonné. Oh, il s'est réabonné. Oh, le, Le sang. avec Avec le gif Tom de. Cruise qui Yes. donne Je crois que c'est la première fois qu'on le voit avant, C'est trop... c'est pas bien réglé. Oh non, le quiz était trop facile. Écoute, Oui, bon, peut-être c'est bien. que le jeu final du stream te plaira peut-être plus. Voilà. Donc, Leurs enfants après eux, à la base, c'est un roman de Nicolas Mathieu, deuxième roman de Nicolas Mathieu sorti en 2018, prix Goncourt, qui est adapté plutôt fidèlement dans ce nouveau film Le chat, attendez-moi. des frères Boukarma, deux frères jumeaux français qui ont commencé à faire des films il y a pas si longtemps que ça. On fait notamment Teddy, L'année du requin, donc plutôt des comédies. Avec une touche de cinéma de genre. Voilà. Ouais. Et ils arrivent ici avec un film à beaucoup plus gros budget, beaucoup plus ample, qui est coproduit par Warner Bros d'ailleurs. Donc je serais curieux de savoir l'argent exact qui a été mis dedans. C'est vrai, voir oui. à quel point c'est Le une grosse gouverneur au production. début, c'est étonnant. Et le film joue en plus d'une forme de deuxième film de l'année qui filme les années 90, plutôt campagnarde, ouvrière française, avec Gilles Lelouch quelque part. Et avec une histoire d'amour flamboyante. Voilà. Au cœur. Donc on avait eu L'amour ouf, réalisé par Gilles Lelouch, qui avait un peu pris le même pari esthétique. Bah, surtout que il avait les droits de ce livre-là à l'origine. Oui, Et donc, voilà. c'est Ah, Gilles ok. Lelouch effet voulait à la continuité. base lui-même faire l'adaptation de Leurs Mmh. enfants après eux. Finalement, il s'est concentré sur un autre roman. Ok. Il a donc fait L'amour ouf. Ouais. Et il a donné les droits du roman à d'autres gens, à la condition sine qua non qu'ils puissent jouer dedans. D'accord, Je ok. suis pas sûr que ce soit. Si, moi je réécris l'histoire. Non, oui, c'est ça. A priori, c'était plutôt un remerciement. Il nous dit Non, non. c'est sympa, Mm-mm. tu peux C'est le dire. Gilles Non, non, Lelouch, il a pris le pistolet, il a dit c'est pas sympa si avec je joue pas dans ton film. le gros Gilou. c'est fini. Et voilà, on peut saluer Léo qui est à la fois dans le chat de Prism et au générique de ce film C'est vrai. comme assistant monteur. Donc, C'est vrai. Si Léo a des petites anecdotes croustillantes à nous donner C'est ça. concernant, par exemple, est-ce que le montage du film a ou non supprimé Anaïs de Moustier
montage. Oui, Parce c'est que vrai, ça. Vu qu'elle apparaît sur certaines pages Wikipédia du film, on se demande si elle a été coupée au montage d'une certaine façon. Peut-être pas sur Wikipédia, mais sur Google, hein, quand Ok. on tape le film, on tombe sur son visage. Mais vu que j'ai lu le roman, je vois mal quel qui personnage a aurait pu- pu être exclu un peu Peut-être, ouais, je sais pas, injustement. elle avait la mère et finalement c'est Ludivine Sagnier, j'en sais rien. À la base, elle devait faire le rôle de Ludivine Sagnier. Ouais, voilà, ok. Incroyable. C'est vrai qu'elle était un peu jeune quand même, Anaïs de Moustier, pour jouer ce personnage. Cela dit, dans le roman, la mère est vraiment décrite comme sublimissime. Donc peut-être Ah que... oui. Je suis planté dans ton ça âge. aurait pu. Très bien. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Clément, de Bah leurs alors, enfants après eux? Là, on n'a pas trop dit un peu l'histoire, C'est vrai, tu donc peux pitcher, on va quand même un peu rentrer dans le vif du sujet progressivement. Non, bien sûr. Vas-y. Il n'y a pas de souci, il a pas de souci. C'est l'histoire principalement de Anthony, qui est donc joué par Paul Kircher, qu'on avait vu notamment dans le règne animal, et qui joue donc un adolescent, donc le film commence en 92, qui joue un peu un adolescent un peu désœuvré, qui passe son temps avec son cousin, qui a envie de draguer des filles, mais voilà, n'y arrive pas, etc. Il y a une... je sais pas dans quelle mesure je pitch, parce qu'en gros, le film va ensuite se déployer sur... presque une dizaine d'années, on va un peu sauter d'été en été. 92, 94, 96 et 98. Et 98, exactement. Maintenant, en fait, voilà, qui ne paraphrase. Et donc, on va suivre un petit peu son évolution autour d'un noyau dur de personnages. Donc, il y a lui, son père qui est joué par Gilles Lelouch, qui est alcoolique et a priori violent. On le comprend un peu dans le film. Steph, c'est ça Steph, une jeune fille qui croise un peu par hasard au début du film et voilà, pour laquelle il a un coup de foudre et donc il va revoir un peu en espérant à chaque fois qu'il la revoit que cette fois ce soit un peu la bonne et qu'il puisse voilà, finir avec elle. Assine, voilà, exactement, chercher un peu le dernier personnage un peu récurrent, important du film, qui est donc Assine, qui est un jeune arabe qui habite dans la même ville, et il y a une altercation entre Anthony et Assine au début du film, ce qui voilà, va avoir des conséquences un petit peu tragiques et se répercuter voilà, elle aussi un petit peu d'année en année, ce qui fait qu'on entre un peu dans le film comme une sorte de teen movie, on pourrait dire, chronique estivale, des jeunes gens désœuvrés, etc. Qui est, je dirais, un teen movie assez archétypal et à mon sens un petit peu voilà, un peu en pilotage automatique et pas très fin, mais j'ai quand même l'impression que notamment dans un peu le premier tiers du film qui se passe en 92, il y a quand même une recherche chez les cinéastes de travailler un petit peu à l'ancrage, on pourrait dire social ou temporel en tout cas, de l'intrigue qui se passe. D'ailleurs c'est quelque chose que les Boukarma, c'est une de leurs ambitions affichées avec le film. On dirait un Téchiné en mode 90. Oui, peut-être. Hein. Bah, le film pourrait être un film des années 90. Et un peu comme L'amour ouf d'ailleurs, il y a un peu ce même imaginaire qui navigue entre les films. Non, voilà, bref, les Boukarma expliquent qu'ils avaient envie, eux-mêmes venant d'ailleurs d'un milieu assez prolétaire, de représenter, peut-être au-delà de certains clichés, ou en tout cas de donner de l'attention à voilà, des classes plus défavorisées, une certaine ruralité, etc. Et donc, moi j'ai l'impression de sentir un peu le film au travail de ça dans la première partie, notamment, on pourrait dire, la façon dont les personnages s'expriment, qui est un peu moins poli que dans beaucoup d'autres teen movies, etc. La première partie étant, même si j'aime pas beaucoup le film, celle que je trouve encore pire, enfin en tout cas la pire du film. Okay. La première partie. Ouais, je dirais à peu près le premier tiers, quoi, on va dire, grosso modo. Parce que je trouve que le film en fait surjoue à la fois on pourrait dire les affects on va dire le cahier des charges du teen movie. Hein, les deux personnages sont presque plus puceaux que personne ne l'a jamais été dans l'histoire. Deux jeunes vraiment qui regardent leurs chaussures. Le cousin ne l'est pas. Au début, si, a priori. Non, justement. Dès le début, il est présenté un peu comme le gars qui ose aller voir les filles. Qui ose, mais c'est pas dit que... Qui lui dit, allez, on pique le... Ouais, après... Non, mais il est plus confiant, mais... Disons que c'est un peu... Enfin, en gros, on comprend qu'ils passent leur journée à espérer tomber sur une fille, quoi. Et que ça suffirait pour égayer leur été. Et il y a tout un tas d'éléments que je trouve de l'ordre de la caricature, en fait, dans cette première partie. Notamment la façon dont les personnages s'expriment... avec plein d'effets un peu de vulgarité ou d'agressivité qui sont un peu des trucs pour faire vrai, hein, c'est-à-dire on aurait une image un peu stéréotypée de les enfants ils sont plutôt gentils, etc. Et donc on va en fait faire l'extrême inverse, c'est-à-dire ils parlent comme des charretiers, ils sont incapables d'avoir un dialogue correctement avec n'importe quel personnage qu'ils vont croiser, dès qu'ils croisent une fille ils se liquéfient, ils regardent leurs chaussures en permanence, et je trouve que tout le film en fait est composé comme ça, c'est-à-dire extrêmement surligné,
Et bon là, on rentre un peu dans le vif du sujet, mais disons que quand le film a cette espèce un peu, je sens d'ambition sociale, je trouve que c'est vraiment catastrophique et que je pense sans le vouloir, il adopte un peu un regard en surplomb sur ses personnages. Tu as oublié de dire qu'il tire la langue aussi parfois, c'est vrai. Paul Kircher, il sourit en tirant la langue, c'est bizarre. Et comme le crapaud qu'il est, si on en croit son visage, avec tout le respect bien sûr. Et non mais disons que moi j'ai l'impression que le film essaie, un peu comme L'amour ouf, hein, d'ailleurs pour le coup vraiment très proche, mais essaie de dépeindre un certain milieu social, mais en le caractérisant un peu à la Truelle, ce qui fait que les personnages sont un peu tous des sortes d'êtres un peu pulsionnels, quoi, qui ne réagissent que à la violence ou à la pulsion sexuelle, et qui sont incapables d'affects, on pourrait dire, non agressifs. D'ailleurs, même ce qui pourrait apparaître comme des moments un petit peu en dehors de ce système un peu de confrontation, typiquement, je pense en 94, je crois, la relation qu'a Anthony avec... Enfin, il a une petite copine, qui est ce personnage de blonde. Pas vraiment une petite copine. Non, mais en tout cas, il a une relation voilà. actée avec cette personnage. Et en fait, on se rend assez vite compte que presque il couche avec elle que par frustration, en fait, de ne pas être avec Steph. Et tout le film est comme ça, c'est-à-dire que voilà, tous les personnages sont un peu des sortes d'animaux, quoi, si on devait synthétiser. Et dire, si on s'amusait, ce qui n'est pas forcément toujours l'axe le plus productif, mais comme ça ensuite on évacue un peu cette partie-là, mais à pousser un peu le fil des représentations que dresse le film, je dirais que ce qui est assez douloureux, c'est que, notamment dans ce qui caractérise ces personnages, et qui est, encore une fois, pas forcément un fait sociologique erroné, mais qui serait le racisme de ces personnages par rapport aux Arabes qui habitent un peu plus en minorité à côté de chez eux. Voilà, il y a plein d'insultes qu'on connaît bien, mais finalement, on pourrait dire que dans le film, effectivement, les personnages arabes sont uniquement définis par leur violence ou le fait qu'ils dealent de la drogue, et presque le seul personnage plus violent que le père du personnage principal, c'est le père de Hassine. Et donc voilà, bref, je trouve que le film, à vouloir essayer d'imprimer une certaine sensation d'un lieu, d'un espace-temps, tombe dans la caricature et, comme L'amour ouf d'ailleurs, finit avec un résultat qui est, je trouve, très bas du front et on pourrait quasiment qualifier d'un peu méprisant, je trouve, par rapport à ces personnages. Parmi nous trois, c'est moi qui vais défendre le film comme moyen. Moi, je trouve que c'est un film plutôt moyen. Vous allez beaucoup le critiquer, donc je vais d'ores et déjà sortir les choses négatives que je vais dire sur le film. Comme ça, ensuite, je pourrais jouer un peu le défenseur. Vu que j'ai lu le roman, je peux déjà vous annoncer quelque chose pour les gens qui seraient curieux. C'est solennel. Le film joue beaucoup. Je tiens à préciser que Microciné a fait cette blague. C'est du second degré. Lui-même est algérien, donc il a le droit. Même si Twitch voulait le bloquer. Voilà. Donc, ce qui est surprenant, c'est que dans l'adaptation, il y a des choix qui sont faits et que littéralement tous les choix d'adaptation, de changement du roman au scénario de film sont des changements qui vont dramatiser les choses. En fait, chaque changement, alors que dans le livre, beaucoup de choses jouent du hasard, de la quotidienneté, à chaque fois que ça va être transcrit dans le film, ça va devenir un élément dramatique. Par exemple, le vol de la moto au début par Hassine, dans le film, est justifié par le fait que Anthony lui fait un croche-patte avant. Dans le livre, ça n'a pas lieu. Il se trouve juste que la moto n'avait pas d'antivol, et donc c'est celle-là qu'Hassine a pris pour rentrer chez lui. De la même façon, le personnage de Hassine, qui est un peu le grand sacrifié du film parce qu'il joue toujours d'une hyper violence, c'est vraiment un mafieux, il est habillé comme... C'est le méchant du film. Il est vraiment habillé de façon hyper caricaturale. Et il vient frapper les gens, il va mettre son bâton dans la bouche d'un gars qui disait dans le même endroit, etc. Le personnage de Hassine dans les romans n'est pas du tout comme ça. Il est plutôt violent, en effet. Il dit de la drogue à un moment, mais ce sont plutôt des gestes perdus dans le hasard. C'est-à-dire que ils vont se croiser par hasard avec Anthony à un moment et ils vont se rixer. Et il n'y a pas de parce que tu as fait ça, je vais me venger en faisant ça, etc., etc. Donc ce qui est d'ores et déjà remarquable dans le film, c'est qu'il ne joue pas la carte du quotidien, d'un monde qu'on pourrait imaginer, il joue la carte du scénario de film, de la cinématographisation du réel, parce qu'il semble ne pas pouvoir imaginer
que un film puisse traiter de la vie plus simple, plus quotidienne, plus banale. C'est vraiment le grand reproche que j'aurais à faire au film, que je trouve trop romanesque dans la manière dont il a d'agencer tous ces personnages. Pour autant, je trouve que sa facture de film, on va dire campagnard, fonctionne. J'ai pas l'impression que le film soit du tout aussi caricatural que ne l'était L'amour ouf, notamment dans la mesure qu'il a de ne jamais esthétiser, ou en tout cas semble regarder la violence ou la misogynie ou le racisme le film ne dit jamais ah tiens c'est cool ça quand même, les vrais hommes c'est les hommes un peu violents, c'est un peu fort. Le film est quand même plus malin que ça. On dirait simplement que en effet les choses adviennent de cette façon là et que le film laisse aux personnages leur existence sans jamais les juger de façon morale. Et par rapport à Paul Karcher, parce qu'ensuite je sais que vous allez le défoncer, moi je l'adore dans le film. Je trouve qu'il a une façon de jouer hyper physique qui me passionne assez, qui joue pas d'un côté caricatural de campagne, parce que il n'y a pas une forme de cliché de l'adolescent de campagne qui serait toujours baissé sur le bras, qu'on entend à peine, qui articule peu. Mais c'est le pari qu'ici, les Boukarma... Tu veux dire, il n'y a pas de cliché ou il n'est pas comme ça? Ce n'est pas un cliché qui existe. Ah oui, c'est ça, oui, ok. Ce n'est pas un cliché campagnard du jeune Avachi, c'est un cliché qui existe plus largement. Ouais, et donc le personnage est hyper incarné et prend presque une forme de... Je sais pas si d'animalité, encore une fois pour Paul Karcher, après le règne animal, peut-être que... Et le fait qu'il ressemble à une grenouille. Peut-être, mais peut-être qu'on va découvrir dans 2-3 films qu'on en aura marre de voir Paul Karcher jouer toujours de la même façon. En attendant, là je trouve que l'incarnation d'un jeune adolescent quelconque de cette façon-là lui donne une énergie que j'ai franchement pas vue avant, je pense, dans un film. Et juste pour transformer une de mes réserves en question, mais en quoi tu trouves que sa prestation elle est différente d'une espèce de un peu de cliché générique de l'adolescent qui regarde ses pompes et dit t'es pas ma mère voilà. En fait, c'est parce que il est toujours incarné corporellement. C'est pas uniquement un regard simple vers le bas. C'est aussi des cheveux gras, tu vois, qui au-dessus. Et du maquillage d'eczéma. Non, c'est aussi vraiment simplement que tout le temps, quand il se déplace, tu sens presque qu'il est, il est pris par la gravité, que son corps le dépasse. Qu'il y a vraiment cette sensation-là qui est forte et qui est très adolescente, d'un corps qui n'est pas bien habité. Fort bien. Mathieu? Oui, alors, non, mais comme tu l'as dit, je te rejoindrai quand même plutôt, Clément, sur ce film que j'ai trouvé vraiment pas bien. J'ai pas vu L'amour ouf, donc déjà ça voilà. Mieux que L'amour ouf. Je pourrais pas commander les uns par rapport aux autres, mais pour, par exemple, donner un élément, je trouve, de justification dans ce que tu disais, Clément, sur ce portrait très caricatural de la pauvreté, je trouve que le traitement, si vous vous rappelez bien, de la mère du cousin est atroce. Ah oui, bien sûr. Atroce. C'est vraiment, pour moi, le film déjà fait une telle faute ici qu'il devrait être éliminé à tout jamais. Alors, pour vous expliquer, donc on commence par voir ces deux garçons une après-midi, voilà, ils sont en train de... Cette scène, ils font la rencontre de deux filles de leur âge. Ils rentrent ensuite chez le cousin, donc j'ai oublié le nom, peu importe, et on voit que il n'est jamais vraiment appelé, il est appelé le cousin. D'ailleurs, très bizarrement, il disparaît un peu en 94, il y a un moment où on le voit plus, puis il revient, bref, sans justification. Mais c'est comme ça dans le roman aussi, c'est un personnage du début qui revient à la fin. À la limite, c'est pas grave. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que sa maman, on la voit presque une seule fois, je pense, dans le film. Il y a peut-être un plan sur elle. Elle est devant sa télé dans son salon. Eux, ils sont en train de rentrer dans la cuisine. C'est une femme obèse. Voilà. Je veux dire, c'est pas grave. Au contraire, c'est pas du tout un problème de filmer une personne à la fois pauvre et obèse. Il y a aucun problème. Le problème, c'est que ce n'est rien d'autre que ça dans le film. Elle est réduite à un cliché devant sa télévision, scotchée comme ça, en train voilà, un peu de végété. Oui, de végété, etc. Sans doute, je sais pas, c'est chômeuse, on s'en moque. Mais elle a aucune autre existence que ce stéréotype-là sur la pauvreté. Enfin bon, comme on peut le voir en France, aux États-Unis, partout. Moi, je trouvais que c'était très mauvais. Et je pense que tout le film est quand même un peu comme ça, à ne pas chercher à, je sais pas, aller au-delà de, effectivement, une image un peu de marque. Et en fait, je me suis dit très très tôt dans le film que, bon, c'est un projet qui est,
je pense, un peu militant, en sens où il cherche à revendiquer pour le cinéma français une autre voie par rapport à sa tradition, comme un peu L'Amour ouf sans doute le formulait, c'est-à-dire nous on va faire enfin les films qu'on n'a jamais eu, des grands films populaires populaires d'un point de vue, on pourrait dire, la réussite commerciale et donc aussi de la séduction possible, hein, du grand public, ce qui n'est pas en soi un défaut, mais je trouve que là c'est pas réussi, mais par ailleurs populaire au sens où on représente le peuple, quoi, vraiment. Chose qu'on fait campagne. pas. Voilà, campagne, là une société post-industrialisée, enfin un village qui a subi la crise de la désindustrialisation, bon, dans l'est de la France, et en fait je me dis c'est fou comme on est incapable de faire ça, on sait pas faire ce genre de film, là où les Américains le font comme ils respirent, et les Italiens l'ont toujours su représenter autre chose que leur capitale. Nous en fait je pense que c'est notre ouais, c'est le fardeau qu'on n'arrive pas du tout à soutenir. On est incapable de filmer la France telle qu'elle est dans sa diversité, parce qu'on tombe tout de suite dans des clichés de télévision, quoi. C'est bon, sur le traitement effectivement qu'on voit à l'instant là du personnage Hassine, mais cette scène franchement avec des accents western, mais c'est à se suicider tellement c'est mauvais. Quand il y a un moment où il y a une altercation de plus entre j'ai oublié le nom du personnage, Paul Kircher, voilà, Anthony et Hassine, et c'est filmé comme un western urbain, mais je suis sûr que j'ai pas vu Athéna de Romain Gavras, mais c'est les mêmes poncifs débiles de films français qui veulent mimer le cinéma américain. Ça fonctionne pas. On parle pas non plus de la bande originale du film qui est insupportable, qui est un enchaînement de toutes les musiques de l'époque, mais l'impression que c'est bon, je sais pas, quand ils sont nés ces deux cinéastes, les frères Boukarma, mais on a l'impression qu'ils se complaisent dans tout ce qu'on ne devrait pas faire, tout ce qu'on craint que soit le film, et qu'il est en fait réellement, c'est-à-dire un best-of de musique de l'époque, des plans un peu bourrins, un peu comme ça, fait sans aucune subtilité. La scène, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est je sais plus, la musique, ils sont dans la piscine, il y a des plans, des regards caméra, la chanson des Red Hot Chili Peppers, je crois que c'est ça. Je sais pas le nom. Ouais. En fait, il n'y a aucune place, je trouve, pour la pensée du spectateur dans ce genre de film. On est vraiment à l'autre bout de Grand Tour, où c'est mastodonte, quoi. Ça avance à toute allure, ça passe par toutes les scènes attendues, et puis voilà, c'est rien d'autre que ça. À la limite, une chose que j'ai bien aimé dans le film à défendre, c'est que j'aime bien la scène où Hassine donc veut défoncer son père avec une sorte un gourdin, il en met ça, et en fait parce que 2 fois ça lui arrive, à chaque fois il veut tuer un personnage, ou en tout cas le dérouiller. Ça arrive avec son père, puis ensuite ça arrive avec Gilles Lelouch, et en fait il est retenu presque par le hasard du monde, comme ça. Mais bon, c'est tout, le reste c'est des choses du roman, du coup. Ouais, je pense que le roman est bien, et je sais pas si Nicolas Mathieu approuve ce film. Je sais pas non plus, mais là pour le coup c'est vraiment une question que j'aurais presque plus à vous poser. Dans quelle mesure, parce que j'ai beaucoup entendu de gens reprocher au film soit un point de vue sociologique insuffisant, soit un questionnement politique manquant, mais dans quelle mesure est-ce que c'est pas déjà un geste que d'offrir en fait une histoire romanesque ou une sorte d'aventure d'adolescent de campagne aux Français, sans que ce soit un film sociologisant, quoi. Pourquoi est-ce qu'une histoire ne pourrait pas devenir de cette façon-là? Je veux dire, est-ce qu'on se serait posé la même question si on avait filmé des gens de façon absolument dépolitisante, j'imagine par exemple des Parisiens, mais sans jamais mentionner leur bourgeoisie ou que sais-je. Mais en fait, tu vas répondre Clément, vas-y. Non, mais c'est juste que, en fait, presque la question de l'intention est secondaire. C'est juste que à partir du moment où tu choisis un territoire, des personnages, il se pose la question de comment tu les filmes, comment ils vivent, quoi. Et je trouve que sur ce terrain-là, tout cinéaste est obligé de se positionner finalement d'une façon ou d'une autre, quoi. C'est-à-dire à quoi ça ressemble leur maison, à quoi ça ressemble, comment ils parlent. En fait, tous les choix qui constituent des personnages, là je trouve sont des échecs à la fois à titre sociologique et à titre de personnage, en fait, puisque ce que je mentionnais sur par exemple ce que je considère comme une sorte d'agressivité constante des personnages, je trouve que ça épuise aussi en tant que spectateur du film, quoi. De voir que ça, de voir des personnages pour lesquels du coup on n'a aucune sympathie. Et d'ailleurs je pense, et je me suis formulé ça à un moment pendant le film, que ce qui témoigne aussi de ce qui me dérange vis-à-vis de la représentation des personnages, c'est que je pense que le film cherche un seul affect qui est notre pitié, en fait.
c'est-à-dire montrer à quel point ils sont accablés à la fois par la répétition du sort qui s'acharne sur eux, par les conditions de leur vie, par leurs échecs successifs, par la violence du monde dans lequel ils évoluent. Je pense que le film cherche à provoquer chez nous de la pitié, ce qui à mon avis est plutôt une faute morale, mais je passe la parole à Mathieu. C'est surprenant. Après, je tiens quand même à préciser que la lecture du roman est hyper fraîche dans ma tête. Je l'ai fini il y a 1 mois, je pense. Donc c'est dur aussi de regarder le film entre guillemets objectivement pour ce qu'il est, parce que j'ai encore la narration, les personnages, tout ça, mais moi je trouve qu'à aucun moment le film ne pose de regard moral sur ces personnages, et qu'en fait c'est plus, quand je vous entends dire c'est des gens qui ont une façon de parler, c'est accablant, etc., est-ce que c'est pas nous depuis Paris qui regardons ces existences en les jugeant? Moi j'ai pas la sensation qu'à aucun moment le film ne juge ces personnages. Mais on a vécu à la campagne, ça ressemblait pas à ça, tu vois. Si on veut jouer un peu au côté qu'est-ce qui est de l'ordre du réel ou pas, voilà. Mais il y a des choses, il y a plein de choses qu'on a vécues. Enfin, je veux dire, une façon de parler, une façon d'appréhender le temps. Après, toutes les existences sont un peu uniques. Parce que ce que je veux dire, c'est que je dis pas que le film ambitionne de juger ses personnages, mais que forcément il en dresse un portrait d'une façon ou d'une autre, quoi. Mais moi, en fait, je pas pour la pitié, mais des souvenirs d'adolescence. Mathieu, non, ce que je voulais dire, c'est que en fait, pour moi, le film échoue juste en termes cinématographiques. Je n'ai rien contre les intentions du projet, je trouve que c'est plutôt intéressant de faire ça, mais je pense que c'est clairement pas dans l'ADN. Quand je dis du cinéma français, c'est pas dans l'ADN des acteurs, par exemple. Enfin, je sais pas, Gilles Lelouch, qui est un acteur par ailleurs que j'ai rien contre, et vraiment tout le monde avait déféqué sur Bac Nord, qui est un film très discutable politiquement, mais que je trouvais qu'il était bon, Gilles Lelouch, dans le film, ça. Je trouve que c'est un bon acteur, et il tient la route très souvent. Et là, la scène à la fin où il est ivre-mort en train de danser, bon, je trouve que ça sonne faux. Et de manière générale, j'ai l'impression que il n'y a pas la justesse que je retrouve dans les films américains, mais quels qu'ils soient, et il y a quelque chose, en fait, à la limite, ce qui me dérange, c'est que je sens dans le film cette espèce de revendication, de secousse du cinéma français. Par exemple, je sens quand au début on les voit sur leur vélo, ils reviennent de leur après-midi là au lac, et ils passent, c'est un plan qu'on voit dans la bande-annonce, je pense, ils passent sur la petite colline, et donc au fond on voit l'usine. Mais enfin c'est de la publicité, on dirait que c'est de la publicité pour ce que tu revendiques, enfin ce que tu ressens, et il y a rien de mal, c'est vrai que c'est pas des images qu'on a vues, c'est vrai que à la limite, je comprends que certains puissent penser ça fait du bien de voir ça, sauf que même si éventuellement le projet est bon moralement, et moi c'est cinématographiquement que ça pêche, quoi. Et comme c'est cinématographique que ça pêche, ça pêche en termes d'éthique de mise en scène, d'éthique de représentation. C'est le plan, voilà, qu'on voit à cet instant-là. On dit je sais pas, je me disais, mais revoyons Voyage au bout de l'enfer, où il y a aussi ce principe de l'usine au fond de l'image, mais je sais pas à quoi ça tient, c'est difficile, je trouve, à expliquer, mais il y a pas de réalisme. Moi, je vois la volonté, le volontarisme d'un film, en fait, qui essaie de rentrer de force dans un territoire, et c'est la faute du cinéma français, n'appartient pas à notre culture, quoi. C'est gravissime, bien sûr. Parce que ensuite ça crée effectivement on dirait que quand tu dis la pitié, on dirait que c'est le film un peu pour nous racheter, dire, vous voyez, on vous voit, on sait qui vous êtes, mais par exemple, je trouve autre scène horrible, que j'aime pas du tout, Raphaël Quenard dans le film, c'est terrible, il a rien, on dirait, il colle pas avec le projet, on voit plus l'acteur, alors qu'on devrait voir la réalité qui est transmise, quoi. C'est Raphaël Quenard, quoi. Peut-être on a atteint un peu le quenardisme très vite. Cela dit, là je vais me contredire moi-même, je trouve qu'il y a un film qui m'avait donné cette impression là et qui, je trouve, réussissait à l'éviter. J'avais aimé, moi, Roubaix une lumière de Desplechin, et je m'étais dit au début, mais qu'est-ce que font Léa Seydoux, Sarah Forestier dans ce film, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout juste. Et en fait, j'avais trouvé que c'était un beau film sur la pauvreté, sur la misère sociale en France, voilà.
Mais là, pour moi, c'est une ribambelle de clichés, quoi, ce film. En fait, moi j'ai la sensation plutôt que Leurs enfants après eux, non pas serait un film moralement inacceptable, compliqué, plutôt inoffensif. Moi je trouve que c'est vraiment un film inoffensif. Et il y a un mot que tu as utilisé que j'aime plutôt bien et sur lequel j'aimerais rebondir, c'est la territorialisation. Ou en tout cas que... j'ai dit territorialisation. Non, mais en tout cas tu as parlé de territoire. C'était l'idée. Et que moi le grand reproche que j'ai à faire au film, je pense, au-delà de sa volonté de tout dramatiser, c'est son incapacité à territorialiser vraiment les choses dans la campagne, c'est-à-dire que se pose jamais la question de l'espace dans le film, alors que justement c'est quand même ce qui semble être son premier enjeu, qui est les cités, les petites maisons de banlieue, la maison un peu plus bourgeoise de carrément, et en fait ces espaces ne sont jamais accolés les uns aux autres, enfin ils apparaissent comme ça et on rentre dedans, mais jamais on sait vraiment quels sont les différents endroits où sont ces personnages. Il y a notamment par exemple cette scène à un moment où Paul Kircher, enfin en tout cas Anthony et Steph boivent des petits coups ensemble et se pointent leur maison de loin. Oui. Mais on a l'impression que les acteurs choisissent un point au hasard dans le paysage et disent bah, moi j'habite là-bas. Et à aucun moment se pose vraiment le truc de ok, c'est par là-bas plutôt qu'il y a les tours de cité qu'on a un peu reclus les gens. Là, c'est plutôt les belles maisons bourgeoises de Steph notamment. Et cette question de l'espace explique énormément des enjeux sociologiques. Mais d'ailleurs, est-ce que moi, peut-être que je suis passé à côté, et là c'est un défaut de regard, donc je peux pas je peux pas critiquer le film sur ce point, mais est-ce que vous aviez compris que Steph c'était plutôt une bourgeoise en fait? Parce que dans cette scène-là, effectivement, elle dit moi j'habite là-bas, elle dit c'est la mort, et lui dit ah c'est pas mal en fait, et lui dit moi j'habite là, elle dit oui c'est encore plus la mort. Et mais je trouvais que c'était, enfin moi c'est pour ça que je m'interroge, je suis pas sûr de vouloir le critiquer, mais j'ai l'impression que le film tarde beaucoup à insister sur cette barrière-là. Et c'est très tard qu'on va dans sa chambre, après on comprend qu'elle continue ses études, qu'elle compte partir à Paris, chose que pour lui est totalement inenvisageable. Ah ouais, c'est assez clair. Ok, bon, bah, voilà, en fait, mais je me permets juste une mini-réponse. Moi j'aime plutôt bien que le film en fasse pas un énorme sujet de la question, mais plutôt parce que justement en fait, le personnage d'Anthony ne s'en rend pas compte lui-même. Il se dit ah c'est une meuf comme les autres, et en fait petit à petit il la voit s'éloigner de lui. Et le personnage, et d'ailleurs à cet âge-là, généralement, on n'a pas conscience de la question de classe. Je pense qu'on a conscience quand on est pauvre, en fait. On n'a pas conscience quand on est riche. Mais enfin, je veux dire, quand on est jeune et qu'on est amoureux d'une meuf, on se dit pas, je pourrais jamais sortir avec elle parce qu'elle est plus riche que moi. Je sais pas. Mais c'est un truc qui se ressent, mais pas qui se conscientise. Pour rebondir sur ce que tu dis, Mathieu, moi je pense qu'on sait qu'elle est issue d'une famille aisée. Par contre, c'est pas dans le film, pas du tout incarné par le film en fait. Et c'est là où pour rebondir un peu sur les questions qu'on avait, mais j'ai pas envie de dire le film aurait dû être un film sur les rapports de classe entre ces deux adolescents qui tombent amoureux, mais je trouve que ça pêche parce que c'est des choses qui vont diriger les interactions qu'ils ont entre eux, quoi, tu vois. Et typiquement là, leur histoire d'amour, je suis obligé de mettre des guillemets parce que c'est pour le coup exactement comme dans L'amour ouf, c'est-à-dire en gros il la voit, il a envie de coucher avec elle et c'est censé être un coup de foudre qui va nous tenir pendant les 2 heures de film, quoi. Et le problème c'est que puisque le film reste comme ça archétypal, la mauvaise peinture sociale force le film à devenir un peu caricatural sur tous les points, quoi. Et je dis pas qu'il fallait que les personnages discutent de mon père il fait ci, toi ton père il fait ça, etc. Mais au moins qu'ils discutent d'un truc, tu vois. Et en fait, pour moi tout le film est un peu comme ça. C'est-à-dire, c'est pas une condition que le film soit une peinture sociale irréprochable. Tu vois, à la limite, ça m'intéresse pas. C'est pas un projet que je trouve bon ou mauvais en tant que tel, mais juste que là j'ai l'impression que le film utilise ça pour un peu se donner du cachet, etc. Et en fait que ça nourrit jamais juste 2 personnages qui se parlent et ça a l'air un peu crédible, quoi. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de sensible, parce que en effet c'est pas une histoire d'amour qu'on nous montre du tout. Le personnage de Steph, tu comprends bien qu'elle s'en fiche un peu, qu'elle est un peu là, qu'elle profite un peu d'Anthony, et qu'Anthony lui juste il sait pas du tout s'y faire avec les filles, comme tu l'as dit, c'est plus une question presque pulsionnelle. Pour lui, la conclusion, c'est qu'il faut qu'il se coupe les cheveux et ça améliore un peu la situation quand même.
qu'il aurait pu voir venir quand même, vu la... Ça, je rigole. Bah, ils couchent ensemble, c'est couper les cheveux. Oui, mais ça aurait pu déjà devenir. Je sais. Mince, du coup, on a perdu. Pardon, je voulais pas faire une blague. Non, t'inquiète. Mais tu disais, c'est pas vraiment une histoire d'amour. C'est pas une histoire d'amour, et que le film ne se prévaut pas de nous présenter une belle histoire d'amour qui essaye de saisir. Au contraire, en fait, je trouve ça très juste, la question du désir adolescent, quoi. C'est pas quelque chose comme dans L'amour ouf qui est hyper romanesque, où l'amour se vit comme un poème d'Oscar Wilde. C'est vraiment un truc de... c'est Anthony lui-même. À chaque fois qu'il parle à Steph, il lui dit t'es belle. C'est tout. Mais là, je suis pas d'accord, parce que pour moi, justement, le film joue complètement un truc... Enfin, tu vois, là, à mon avis, ce serait transformer un écueil du film en une espèce d'effet de réel, tu vois, de dire... moi, tu vois, typiquement, quand ils sont dans la piscine l'un et l'autre, avec espèce de chant contre chant de très près, regard caméra, etc. Quand ils dansent plus tard, enfin, d'ailleurs à plusieurs reprises, et que la musique la musique intradiégétique devient extradiégétique et englobe toute l'image. Pour moi, le film essaye tout à fait de faire une espèce d'histoire d'amour. Enfin, et d'ailleurs, pour reprendre un peu de ton argument, mais si on se dit que le film se met un peu au niveau d'Anthony, pour lui, évidemment que c'est son histoire d'amour, il y pense pendant 10 ans, c'est clairement un truc, voilà, pour lui c'est très important, tu vois. Et pour avancer un peu, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit mon thé belle préféré. C'est clairement le 4e. Peut-être le 6e en fait. Ouais, bon, on perd un peu le compte, mais et pour rebondir un peu sur ce qu'on a dit, mais le film, opère un virage un peu plus, je sais pas, mélancolique, on pourrait dire, au bout d'un certain point, on se rend compte que finalement, de 2 ans en 2 ans, la situation bouge pas, les choses se résolvent pas, les personnages accèdent pas tout à fait à leurs rêves, etc. Et ça aurait pu être un truc assez beau de dire, voilà, un peu les espoirs déçus de cette communauté, etc. Mais ça marche pas parce que le film a été si mauvais pour caractériser ces personnages, quoi. Et ce que tu disais, Mathieu, sur Lelouch, tu vois, je trouvais à la fois le meilleur personnage du film et un personnage assez faible, parce que disons qu'il a un arc tragique qui pourrait susciter assez directement de l'empathie, mais comme on l'a pas vu vivre, ou en tout cas ça marchait pas du tout, on n'est pas du tout gagné par l'émotion quand ça revient en fin de film, quoi. Mais jusqu'à cette scène, à la toute fin du film, quand ils dansent, ils sont tous les trois, c'est... Me dire que c'est vraiment... C'est tellement un film qui se veut populaire qu'il n'arrive pas à finir sur une note... il n'arrive pas à ébrécher le spectateur, il n'arrive pas à terminer sur une scène trop dure, quoi. On dirait que c'est presque paradoxal pour un film qui veut filmer la dureté de la vie du bas, quoi. C'est pas un film... En fait, c'est pas un film dur, quoi. La preuve en est, qui pour moi est un très bon exemple de ce que tu racontes, c'est la fin du film où Anthony va voir Steph chez elle, lui propose de faire un dernier tour en moto. Le film se sent obligé d'offrir à son personnage une vision imaginée, fantasmée de ce petit tour. Alors que franchement, dans cette scène, pour dire un autre point positif, je trouve que l'idée qu'ils ont avec la lumière là, de la maison, elle est pas mal, franchement. Ça se voit que là, ça c'est bien. La lumière qui s'éteint sur son... Pour le coup, c'est un détail d'incarnation. C'est de la mise en scène. Ça, c'est un élément de vraiment réussi dans le film. Mais bon, il y a tout le reste, quoi. Mais là, il y a un plan qu'on voit à chaque fois dans la bande-annonce, qui est ce plan où Hassan marche de profil avec sur un toit derrière lui c'est le western, exactement, un de ses potes. Exactement, quand il agite les bras, ça. Voilà, c'est ça. On dirait qu'il a besoin. C'est le seul bon moment. Il se débat. D'ailleurs, c'est le seul moment où il arrête de regarder ses pompes. Et puis il y a peut-être une correspondance. Non, c'est faux. Et non, mais en fait, ce plan-là, typiquement, quand ce plan est arrivé, je me suis dit, ah oui, c'est un plan de West Side Story en fait. Ouais, c'est vrai. Et un truc géométrique, l'avancée des gangs et tout. Et juste, ça témoigne du fait que le film ne sait absolument pas ce qu'il veut être, quoi. Je pense qu'il, les cinéastes le disent, mais il y a une ambition sociologique, il y a une ambition un peu de tragédie ou de fresque un peu mélancolique. Truc sur le temps qui passe, l'amour entre les deux personnages, une espèce de film de gang qui commence à naître à un moment. Et et typiquement le personnage de Yacine, comme t'as dit Loïc, est vraiment le grand sacrifié, quoi. Quand on le retrouve au bout de 2 ans, c'est devenu une espèce de baron de la drogue. C'est absolument incompréhensible, vraiment, la trajectoire de ce personnage, quoi. Et je trouve que le film est
honnêtement pas très compétent pour à la fois gérer ses personnages à l'échelle du film et même à l'échelle des séquences, quoi. Il y a typiquement cette scène dans la bande-annonce où la moto, enfin qu'on aperçoit dans la bande-annonce, où la moto du père a pris feu. C'est une scène qui est incompréhensible du point de vue de l'espace, des rapports de cause à effet. Sans prévenir, on se retrouve du point de vue de la mère, ce qui n'est jamais arrivé à un autre moment dans le film. D'ailleurs, du coup, j'en profite mini encart. Si Léo est toujours là et que cette scène a été un enfer de montage, on est très curieux. C'est ça, exactement. Et on se retrouve d'un coup du point de vue de la mère qui arrive, on voit la voiture, enfin la moto qui brûle. On comprendra plus tard qu'en fait c'est a priori devant chez eux. Parce que le père balaye, mais à ce moment-là, Anthony arrive en courant du fond du plan. Donc a priori, il a déjà vu la moto, mais il arrive de plus loin, coursé par son père. Enfin, je veux dire, c'est et le film regorge de trucs comme ça, quoi, qui, du point de vue un peu de la causalité des actions de l'espace, en fait, de l'économie du film. Et vraiment comme, je sais pas, presque mal foutu, quoi. Ou cet autre moment, on a parlé un peu hier avec Julien, mais où Hassine prépare sa vengeance et il y a un plan qui est incompréhensible où il est filmé dans une espèce de grande décharge avec une pioche toute neuve, donc qu'il vient d'acheter, donc en fait pas du tout en rapport avec la décharge dans laquelle il est. Et en gros on comprend qu'il va trafiquer la pioche pour en faire une arme, et en fait il enlève la partie en métal pour garder un bâton. Et ensuite, il va retrouver son père, a priori, pour le tabasser, quoi. Enfin, et c'est une scène qui n'a aucun sens, vraiment, au niveau du personnage, des enjeux de mise en scène, d'espace, de temps, enfin vraiment. Et le film regorge de trucs comme ça où, voilà, sans lui prêter des grandes ambitions, je veux dire, c'est vraiment mal foutu, quoi. Il y a des fautes, voilà, Mathieu parlait un peu d'une faute d'éthique de cinéaste, et voilà, il y a des fautes de, je sais pas, pratiques de cinéaste à plein de moments du film, quoi. Pour l'anecdote, et je pense qu'on finira là, cette fameuse question de la pioche. En fait, dans le roman, c'est que d'abord, donc, le père de Hassine lui-même va dans sa cave récupérer une pioche, scie le bout de la pioche, et Hassine, pour le punir d'avoir volé une moto, le frappe. Et donc 2 ans plus tard, Hassine veut se venger de ce que son père lui a fait et lui refaire exactement le même coup, avec de nouveau la pioche, de nouveau scie le bâton, etc. Il remercie Sauf pas que là, dans le film, il remplace la première attaque par un versage d'eau bouillante. Du coup, ça devient et donc, on ne comprend pas l'enjeu. Et d'ailleurs, ça permet au film une très très étrange faute de goût qui est cette main brûlée, un peu, on dirait un méchant de James Bond avec c'est le moment où des fois la main est filmée juste comme ça, esthétisée, iconisée, très étrange. Mais on parle de faute de goût, on parle d'échec, on parle d'erreur. C'est potentiellement ce qui va se passer dans le quiz. Très bien. Okay. Ce qui va être mon jeu. C'est pas vraiment un quiz, attention, c'est vraiment un jeu interactif. Peut-être que c'est nul. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Ce sera pas nul. C'est mon projet. Faut que comment je l'ouvre. J'ai testé un nouveau site pour faire. Comment tu tombes sur ces trucs? Comment tu découvres ça? J'ai cherché. Ok, continuons. Alors. Je vous explique le jeu tout de suite. On comprend rien pour l'instant. Attendez. Ferme le petit truc tuto peut-être. Ouais. Attendez, je dois juste lancer. Si je publie, est-ce qu'ensuite je peux vous faire jouer? C'est une page LinkedIn pour l'instant qu'on voit. Voir le projet. Voir le projet. Voilà. Ok. Le jeu, il y a des enfants de stars, d'acteurs. Et il y a des acteurs. Il faut trouver qui est. Il faut trouver qui est le fils de qui. Ok. Voilà. Des tokens à mes yeux, dit Julien. C'est tout simplement ça. C'est qui est le fils de qui? Qui est l'enfant de qui? Vous devez vraiment juger au faciès des gens pour dire tiens, cette personne ressemble. Bah, en parlant de ressemblance, pendant tout le film, j'étais sûr que Paul Kircher c'était le mec qui jouait dans l'été dernier et c'est son frère en fait. J'en revenais pas. Ok, bref. Encore une fois. Voilà, donc potentiellement jeu nul. Potentiellement un peu rigolo, je ne sais pas. C'est l'idée qui m'est venue. Samir nous dira si l'herbe est plus verte chez Durandal, puisqu'il a dit qu'il partait. Ok. Non, du coup, on peut voir qui sont les acteurs connus. Mais je vous en prie, prenez la suite parce que je pense qu'il faut que scroll un peu... Okay. Nous avons Uma Thurman, Clint Eastwood, Adjani, Vanessa Paradis, Kate Blanchett, Tom Cruise, Gwyneth Paltrow, Tobey Maguire, Brad Pitt, Kate Winslet, Sean Penn et Val Kilmer. À chaque fois, les deux que t'as mis de face à face, ils ont été ensemble ou pas? Sean Penn et Val Kilmer, pas du tout. Ok. Non. Peut-être pour commencer, un des plus simples, c'est Lily Rose Depp, non, en haut à gauche. Ah oui, elle est là, voilà. Donc, du coup, qui est la fille de Vanessa Paradis.
Et de Johnny Depp. Et Johnny Mais Depp. Exactement. tu l'as pas mis. Oui, des fois, c'est des enfants de 2 stars, mais Oui, j'ai c'est ça. choisi, ouais. Ok, j'aime le que ce soit pas la même interface. Ouais, que les génial. Bah, il y en a un qui est pas trop dur aussi, qui est le C'est lui, fils Eastwood, ouais. 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 Qui est Scott Eastwood. Non, il y en a Kyle, plusieurs. non? Il y en a plusieurs. Il y en a au moins 25. Je sais plus. C'est Dont 14 pas officiels. Ouais. Julien qui dit le plus vieux, le fils de Clint. Question de maths. C'est vrai. Cela dit, je pense que la plus vieille, c'est elle, mais Alors. c'est trop dur ton truc. Et t'as pas mis. C'est juste par ressemblance en fait. C'est T'as pas- vraiment juste par ressemblance physique. T'as pas mis Maya Hawke, qui pourtant est un peu connu. Ben, je me suis dit, trop Ouais, facile, trop facile. mais il y a Il y a l'autre, c'est lui, Il y a c'est- quelqu'un d'autre. C'est le blond en haut là? Non? Lequel? De qui vous parlez? Celui juste à gauche, il a une tête à être le fils de Uma Thurman, non? Pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas. C'est vrai. Mais lui, En bas à droite, c'est Maya Hawke? Non, pas du tout. Il n'y a pas Maya Hawke, j'ai pas mis Maya c'est Hawke. qui Maya Hawke? Maya Hawke, c'est la fille de Ethan Hawke et Uma Thurman. Ah bon, ok. Elle est devenue un peu connue parce qu'elle a joué dans Stranger Ah oui, Things la fille de Tom notamment. Cruise. Et dans... Chèvre Time dit en bas à gauche, enfant de Brad Pitt. Ah ok, super. Ok. Bah, a priori, ça va pas être la ressemblance physique là qui va départager, mais. Mais aussi penser à la personne qui a potentiellement pu avoir l'enfant. Ouais. C'est vraiment un quiz people. Hein. C'est vrai que cet enfant a quand même vraiment la tête d'Angelina Jolie, quoi. Mais ils ont Ouais. des enfants biologiques en plus des enfants qui sont adoptés? Ouais. Ok. Alors, que nous dit le chat? Non, en haut à droite, le Hawk. En haut à droite, ok, on va C'est faire confiance à Uma Julien, ce serait Thurman. Uma Thurman. Ok, ouais. ok. Ok. Alors, le gars en bas là Celui-là là ressemble énormément à Val Kilmer. Ah, mais Mais t'as cela raison, dit, ouais. l'autre gars à droite aussi un peu. Celui-là là Non. Bah, un peu, non? Non, celui-là t'as raison. Alors, je suis d'accord. Euh, Dans la la bouche. dit en haut à gauche, deuxième ligne, Fils Là. en haut à gauche. fils Adjani. Attends, en haut à Fille. gauche, deuxième ligne. Je suis Et- perdu. Pardon, à droite. En haut à droite, Ah deuxième ouais. ligne. Lui, Adjani. fils Adjani, Ouais. ok, très bien. On Ok, est débarrassé c'est comme vrai, ça. ouais. Hop là. Donc, il ressemble à Val Kilmer, le gars en bas. C'est quand quoi même. Ouais, je suis d'accord. On va le mettre. Tac. Voilà. Ah oui, il y a Sean Penn aussi. Sean Penn, c'est une fille. Il a. Ouais, ils ont fait un film ensemble. Allez. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, personne. Last Flag, je crois. Alors après, la Oui, il a fait pas le ressemblance. tour. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a. Ouais. Les acteurs sont quand même vachement plus beaux que les Leurs enfants. Ouais, franchement. Je me dis, par exemple, ça pourrait être qui, tiens? Avec les grandes oreilles comme ça. C'est donc. Ouais. Il pourrait avoir un air de Tobey Tobey Maguire un peu, Ouais. mais je sais pas. Ouais. J'oublie qui on a. À Kate Winslet aussi. Ah, c'est chaud. Kate Blanchett aussi, la vache. C'est dur. Personne ne ressemble à. Quasiment tous les garçons déjà. Ouais. Il reste C'est les vrai, filles. t'as raison. Personne ne ressemble à Tom Cruise là, dans l'affaire. Mais peut-être une fille, c'est peut-être plus loin du coup. Ouais. Il y en a 4 qui se ressemblent, j'adore tout. C'est vrai, ça, c'est pas faux. C'est vrai. D'ailleurs, pour l'anecdote, je vous donne quelques petites infos Vas-y, bien supplémentaires sûr. pour vous aider. Donc, en effet, c'est Alors, c'est l'enfant de Uma Thurman et Ethan Hawke. Ouais. L'enfant de Tom Cruise, c'est l'enfant de Tom Cruise et Nicole Et Kidman. Kidman, ok. Ah, ça change un peu le. Ah, ok. L'enfant de Sean Penn, c'est aussi Ah oui, c'est. Robin Wright. Ah, c'est Robin Wright. Ouais, C'est ok, Sean ok. Penn et Robin Wright. Ok. Et alors. Mais ça veut dire s'il y a, elle- là, si il y a l'enfant ou de Tom Cruise et Nicole Kidman, Ouais. il y a eu un problème génétique parce que s'il y a personne n'est bon comme Tom Cruise et Nicole Kidman réunis quoi. Mais peut-être elle, non? Celle sur laquelle t'étais souris. Elle là Ouais. Ouais, mais Non. cette bouche arrive d'où? Il y a pas un faux air de Kidman, Nicole la Kidman? dernière. La dernière en bas à Elle, droite? En bas à droite. Mais pas du tout. Bah, je suis Je sûr pensais qu'elle- qu'elle ressemble à Nicole je suis Kidman. sûr qu'il y a Moi, je trouve des pas qu'elle ressemble à Nicole Bah Kidman. ouais. J'ai pas mis d'inconnu. Tout C'est est ça. réel, tout est T'aurais pu mettre les gens 100% qu'on connaît, fact-checké genre, sur les sites people. La fille de Scorsese, là. Ou la petite fille, je sais Chèvre pas. Time dit en bas à droite Sean Penn. En bas à droite, Sean Penn. Mais vous êtes d'accord parce qu'en bas à Le droite. tarin, un peu. Le tarin, il y a un... Ça peut être Sean Penn. Il y a... Non Je rappelle, c'est Sean Penn, Robin Wright. Ouais, je peux Ah, y merde, croire. un je peux peu, y croire. un peu. Il a tout inversé. Robin Wright. Ouais, je peux y croire, mais bon. Ouais, je suis d'accord. Allez, faisons ça. Comme ça élimine un peu du monde. Moi, je suis tenté... La photo la plus sombre, là. Ouais, Celle-ci celle-là. Allez. Dire que c'est Nicole Kidman. Mais Tu sais que c'est. on est d'accord que c'est un peu au pif. Je te dis pas que les enfants sont pas beaux, mais c'est rassurant que deux personnes belles ne font pas forcément des beaux enfants. Ouais. Julien dit ça parce qu'il peut-être il espère que l'inverse ce soit vrai. Le seul Pardon. juste qui tienne vraiment le hasard. Le hasard, ouais. Et oui. Mais là, il resterait, si on en croit nos pronostics. Après, t'as mis les pires célébrités aussi, on peut dire ça. Tobey Gwyneth Maguire, Paltrow, Kate Tobey Maguire, bon. Gwyneth Paltrow. Il y a une brune, est-ce que ça peut être déterminant? Quand même pas. Bah ouais, ça dépend du mari. Est-ce que ça peut pas être genre la fille de Tobey Maguire, tu vois? C'est la seule qui est pas. C'est quoi ce jeu? Le gars Paltrow. Le gars, Paltrow. Paltrow, lui? Mais non. Kate Winslet, un peu, il y a pas un faux air de Kate Winslet, un peu, de ce gars? Mais ça, En bas, c'est on dirait qui, un peu ça Nadia Tereskevich, mais.
Ça, c'est Mary Jodé un petit peu. C'est vrai. Qui est la fille de Tom Cruise. Peu de gens le savent. Les yeux sont un petit peu tombants, non comme. Ah non, attends. Est-ce que le gars en haut à droite, c'est pas le fils de Kate Blanchett. Est-ce que c'est pas Kate Blanchett, Kate le gars Blanchett. Microciné Xini. La brune rousse Kate Winslet. C'est qui la brune Tout en haut? C'est elle. Ah, je pense que c'est. Ah, Brune. Ah oui, non, pardon, Brune. Ok, oui. Kate Winslet, elle. Ah ouais. J'imagine que c'est ça. Ça La se fille en ressemble haut, pas. Tobey Maguire. Est-ce Elle que a fait des erreurs déjà. Hein. Ouais, Moi, je dis rien. c'est c'est très probable. Je ouais. vous laisse profiter. C'est à moitié du hasard déjà. Est-ce que le gars en haut, le blond, Ouais. ressemble pas à Kate Blanchett un peu? Non? Faisons juste pour voir, après on peut. Et un petit. On peut pas zoomer là sur sa tête. Elle. Si tu fais contrôle, contrôle molette, tu peux zoomer dessus. Pour scruter les. Les têtes. Non? Ouais, c'est pas fou, hein. Ouais. Il a une sale tête lui. Hein. Ah, Il y a une Share tête Time, un mais peu. sa main a coupé que la fille en haut, c'est Tobey Maguire. Ok, bah allez. Bon, C'est bah, qui là allez, Allez, ok. ok. Une spécialiste. Donc, t'as dit que c'était avec qui ça Tobey non, Maguire, c'est je pas- sais on sait pas pas. si c'est une star. Pas forcément Je une sais star. plus. Je crois que c'est une star. mais je Il est sais un peu plus. connu quand même, il a fait Spider-Man et tout. Non, je sais, mais je veux dire, Et c'est ensuite- pas tout le temps un autre. Donc là, ça veut dire- Et depuis Babylone seulement. partenaire, alors. Il resterait. Ah, mais ça, c'est ça qui m'a un peu. Nadia Taraskiewicz un peu, non? Il y en a un. C'est vrai. Est-ce qu'elle ressemble à Kate Winslet ou pas? Un peu, non? La fille de Sean Penn, c'est plutôt Uma Thurman, je crois. Ah, ok. Mais non, mais on a C'est dit qu'Uma Thurman, Microciné qui c'était dit ça. sûr. Mais... Non, Uma Thurman. Thurman, Ah, cela dit. Non, mais je crois pas qu'elle est. non, bah, je pense que. Share Time répond. Ouais, j'avoue quand même que ça paraît pas un peu. Oui, mais non, parce que. Elle a qu'une fille et c'est Maya Hope. C'est ça, c'est ce que j'allais Ça dire. n'est Pour- pas elle. Avec Clint Eastwood un peu. Ouais, même si elle a un faux air. Mais Clint Eastwood, ce sera un couple malheureusement dans ces films. Là, c'est où le bas blesse. Attends, du coup, c'était avec qui ça? C'était Sean C'est Penn ça, ouais. Mhm. Il y a aucun lien quand même entre les deux, non? Je sais pas. Franchement. Bah, c'est difficile. Après, non, la pas photo de trop. Sean Penn, c'est pas la plus. Mais est-ce que les enfants sont ensemble en plus? Prisme Cinéma a trop changé, c'était mieux avant. Bah, j'avoue. Ouais, j'ai prévenu en lançant le jeu que. Est-ce que, c'était ouais, vraiment elle, pas Kate... fou. Non, franchement, attends là. Kate Winslet, là, Kate tu veux Winslet, non? Allez, franchement, bah, faisons comme ça, côte puis côte. après on. C'est peut-être juste qu'elles sont coiffées pareil, on mais. réfléchit. Il resterait quoi? Il resterait elle et. Putain, elle est où? Alors attention. Mais non, mais. Les trucs Ah sont non. secouent quand c'est pas bon. Ah, Tu Ah. peux ressortir et reglisser Ok, pour. ok, ok. Ah oui, donc on a fait n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi, c'est sûr. t'as ça. Attends, Bah, regardez déjà, attends, dézoomez et regardez ce que vous avez fait bien. Molette arrière. Ah, là, parce qu'il y a des choses qui. Vas-y, sors Ah ouais, ok. Photo et un qu'on n'est regarde. pas sûr. Mais non, mais. Bah, si, on est sûr. Vas-y. Tac. Ouais, mais non, faut que je mette une. Fais où c'est une erreur. Ouais, vas-y. Ah ouais, on a fait n'importe quoi. Donc il y a grave arnaque. Si, Ça, on s'est trompé. on s'est trompé. En haut à gauche, on s'est trompé aussi. Ah, putain, ça aussi, on s'est trompé. Donc là, le chat a dit n'importe quoi. En globalement, tout ce qu'on sait, c'est. La fille rousse avec Tom Cruise. La casquette à Tom Cruise, plutôt non, elle a l'air vieille. Bah, allez, je sais pas. Allez. Lui, c'est pour être qui, du coup? Attends, mais est-ce qu'il y a vraiment pas Maya Hawke ou c'est juste une photo d'elle qui se ressemble pas beaucoup, la meuf en bas? C'est pas une arnaque, c'est pas Maya Hawke, la meuf à côté de Sean Penn là. Non, c'est Ok, pas Maya ok, Hawke. ok. Mais Parce qu'elle lui ressemble un peu. J'ai mais- oublié les erreurs qu'on a fait. Attends. Mais tu peux Ouais. Ah non, faut tout remettre. Ouais. Oh, on est arrivé sur un truc de fou là. Ah, putain, j'ai fait par hasard. Ouais, c'est ça. Alors attends, ok, donc merde. enlève le blond, Du coup, ça, c'est pas bon. et il y en a un en bas qui doit pas être bon du coup. Ouais, c'est trop Dézoomé. Mais c'est C'est pas la meilleure interface. Attends, tu J'ai l'attaques. déjà eu au meilleure hasard. interface. Ah, il y en a 3 là. Ok. Donc. C'est Maya Hawke 100%, c'est ça? Et tu me prends pour un fou depuis le début? Non. Mec, tu sais ça? Le chat, c'est elle ou pas? Maintenant, vous êtes vraiment. C'est ça, c'est ça, c'est ça Ah, qui m'a merde, fait. merde, merde. Bravo, c'est pas trop tôt. Attends, mais faites j'ai vos pas eu le temps de voir. Pardon. Je peux pas revenir là. En arrière. Aïe aïe aïe. Ferry Start et Loïc, tu me donnes la solution. Et puis... Ouais, je donne la solution instantanément. Donc, ça, c'est. Ah, mais ils ont bougé. Ils ont bougé. Il est là, ouais. Le fils à Clint. Ça, c'est le fils à Clint. Ça, c'est le fils à Uma Putain, Thurman c'est et quoi Ethan ce Hawke. jeu? Il a un peu la tête de Ethan Hawke en vrai. Ouais, Il a mais un en peu- moche. un peu En vraiment moche. Ça, c'est la fille de Tom Cruise et Nicole Kidman. Ok, elle se Oh. ressemble pas du tout. Oh la Ça vache. ressemble pas du tout. Ça, c'est le Non, fils mais de je pense Isabella que- Adjani et ouais. Daniel Day-Lewis. Non, mais à mon avis, Nicole Kidman, elle a menti Ça, c'est à Toby. Tom Cruise. C'est pour ça qu'il est qui. Ok. Ça, c'est Gwyneth Paltrow, qui a vraiment une tête de mannequin. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, random. c'est vrai. Ça, c'est Robin Wright Sean Penn. Ah, mais ça, c'était une bonne intuition du coup. Lily Rose Depp, ok. Ouais. Et lui, c'est qui Lui, c'est le fils de Kate Blanchett. Ok. Donc, en effet, Brad Angelina Pitt. Jolie, Brad Pitt. C'est quoi ça? Thérèse Kate Kiewicz. Winslet. Thérèse Et en Kiewicz. effet, il a vraiment la tête de Val Kilmer. Ah, bah, c'était pas si mal en fait, non? Franchement, vous Il en étiez manque pas un, si il en bien. manque un là. T'es pas trop mal, je ouais. sais, mais Je c'est sais pour pas. que Ah oui, la- oui, la oui. solution puisse rester. On avait même guess la fille de Sean Penn. Ouais. Bravo. Et En Thérèse même temps, en Kiewicz, on effet, était bien je trouve partis. elle a vraiment la tête de Robin Wright, quoi.
c'est vrai que Voilà, c'est vrai c'était que- vraiment un pur quiz. Leurs Maman enfants est après eux. C'est ça, leurs enfants après. C'est cliché comment c'est la fille de Paltrow. En plus, ils font un peu le même mouvement de tête sur les deux photos. La même pose. Mais c'est pas le 3 avec qui, du coup Bon. Ah oui. Avec qui, du coup C'est pas forcément une star, Un hein. random. C'est un Ok. random. Pas un acteur. Joe Voilà, oui, c'est vrai, Banks. c'est vraiment les. Je pensais que vous l'auriez plus facilement, parce qu'en effet, je trouve que. Ouais, mais la bouche est différente, quoi. Mais c'est Mais elle est peut-être botoxée avant sa peut-être mère. la quoi, pose. c'est ça qui est impressionnant. c'est ça. C'est vrai, C'est ça qui est amusant. ça, c'est vraiment le duo, mais. En plus, là, le fils, c'est Ouais, vraiment il la a tête. vraiment la tête On dirait du qu'il fait une film, mauvaise imitation. Comme ça. Voilà. Ok. Ça, c'est vraiment très surprenant. Ouais, on n'imagine pas le Vraiment, mashup Tom Cruise. Tom Cruise, Nicole Kidman, c'est vrai. D'ailleurs, c'est drôle que vous y ayez mis vraiment la. Mais elle ressemble un peu. la mannequin Non, mais elle peut pure, ressembler à Nicole Kidman, quoi, en fait. Oui, c'est c'est ça vrai, le je truc. comprends, je comprends. Et ça, vraiment, Daniel Day-Lewis, Isabelle Adjani, je trouve ça Ça, troublant à c'est quel point c'est vraiment un très mélange des rigolo, deux. ouais. Ouais, Ok, ouais. c'est bien. C'est vraiment pur mélange des deux. Ok. Voilà, ça, en effet, il a vraiment la Ouais, tête de Val c'est Kilmer. vrai, Trop ouais. drôle. Lui, La bouche Ce est. serait un peu le Paul Kircher, mais lavé, quoi. Américain. Ouais. Lavé, ouais. Qui a pris une douche et mis un polo. Ok. C'est un peu Ouais. coiffé. Bon, Bravo. ben, bravo à tous pour. Bravo à tout le monde, mais surtout Chèvre Time. C'est vrai, Chèvre Time, bon guess. Bon. dites-moi, bonne stat people. En toute honnêteté, C'était marrant. Vous Moi, je me mettez suis une bien, note je me sur- suis bien sur amusé. ce- Ouais, c'était bien. c'était bien. Ça change. Ça, Oui, 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 ça c'est- changeait. En Ouais, fait, j'ai je me bien suis dit, aimé. vas-y, On s'attendait on va pas à faire ça. un truc Ouais, un peu ouais. façon. Non, c'était fun. C'était fun. Le prochain stream A priori, La stream, semaine prochaine. stream événement. Stream de fin d'année 10 sur 10. Ah, merci. 10 sur 10. J'attendais une note parce que je l'ai demandé par Après, c'est parce que le chat l'a félicité, je pense. Si elle avait échoué, vrai. elle aurait dit C'est vrai. 5. Cher Un était- gros 5. était un- A priori, la semaine prochaine, ce sera le stream bilan de l'année. Voilà. Donc, si vous vous souvenez, si 2 vous étiez semaines avant là- la fin. C'est ça. Bon, écoute. Eh ben, envoie un message à Criticat, au cahier, c'est à ça. Libé, aux Inrock et dis Exactement. c'est sans doute très bien, mais j'arrive après. Ah, zut. C'est vachement bien. Tu C'était pourras tout voir en replay. C'était un jeu où fallait C'était un choisir jeu, les- ouais, c'était un les- super les jeu. enfants, mais ça. Si vous vous souvenez donc de l'an dernier, ce qu'on avait fait, c'est on était 4, on avait pris chacun un peu une scène d'un film de l'année, et c'était un peu le débat de est-ce que ce film est un des meilleurs de l'année, voilà. Donc a priori, ce sera un peu le même format. Voilà, chacun va arriver avec son film préféré de l'année, ou en tout cas Voilà, un des films un qui film lui a à plu, défendre, parce un que peu, ouais. potentiellement Ça une autre pourrait être le personne même. du groupe. On a bien compris, il sera l'amour ouf, nos enfants après eux, Ouais, enfin c'est leurs ça, enfants après eux. exactement. Ouais. Il nous manque 2 autres films un peu Le franchouillards. film des frères Cohen, là, celui que vous avez Ah oui, pas aimé. Drive Away Drive Away Dolls Dolls, bien sûr, et Roadhouse. Gladiator 2. Ah, Une Gladiator 2. analyse de ouais. scène de Gladiator 2, je pense, c'est Ah, vraiment voilà. abyssalement. Et vous avez le programme pour la c'est semaine prochaine. Non, mais après, ouais. Bon, c'est pas tout à fait quel sera le truc. A priori, Clément et moi avons déjà un C'est peu une ça. intuition sur les films dont on va parler. mais du coup, venez, ça va être marrant. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse une tier list un peu des films de l'année. Ouais, de fou. Ça risque En d'être plus, long, de mais ça va tous être les films marrant. dont on a parlé cette année, quoi. Bah, ouais, soit on fait ça, soit on prend genre un top critique ou Letterboxd ou pour faire, je sais pas quel est le mieux, mais voilà, Voilà. tout ça pour dire 15 décembre a priori Fiesta, grosse émission, etc. Ça va être marrant. Vous pourrez débattre évidemment avec nous des films, nous dire Nous dire Votre vos top. vous nous dire dans le cas de Chèvre Time, par exemple, vous n'avez pas mis de substance, honte à vous. Voilà, je guess, ou de Julien, je sais pas c'est quoi son film de l'année. Bon, Furiosa, il sera d'accord, très bien. Voilà, mais tout ça pour dire rendez-vous voilà dimanche prochain. tout Exactement. simplement. Très bien.